Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour Thomas, comment est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Je suis ravi de parler musique ce soir grâce à Jacques Villeneuve, notre intermittent préféré. On va parler un peu de sport auto, mais pas quand il y aura Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, on va exclusivement parler musique. Pierre, comment vas-tu? Salut Clément, salut Thomas, salut Louis, Salut Pierre. bonsoir à toutes et à tous. Et écoute, ça va faire du bien de parler un petit peu d'autre chose que de F1. Effectivement. Et du coup, nous avons Louis Matelin qui est de retour après une longue absence, notre chef d'endurance qui a fait les previews pendant des années sur cette chaîne. Louis, bonsoir. Mais oui, bonsoir à tous. Ben oui, je fais ma petite apparition annuelle sur Multi-21, donc faites un vœu. Avant, t'en faisais deux avec le rallycross, mais comme le rallycross est mort, bon. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est chouette, l'endurance reprend, puis on a une belle saison qui nous attend en plus, donc on va voir ça. Je vais te laisser commencer, Louis. Est-ce que tu peux, et ce calendrier 2023, commençons par ça avant de parler. Est-ce que ce calendrier 2023 te convient? Est-ce que tu aurais changé des choses? Est-ce qu'il y aurait des circuits que tu aurais aimé avoir en plus, en moins? On te laisse commencer. Écoute, et bonsoir le chat. J'ai envie de te dire, on va aller à Sebring, on va aller à Spa, on va aller au Mans, on va aller à Monza et on va aller à Fuji. Oh, on a fait l'essentiel. Après, il y a Portimao qui est très sympa aussi. Bahreïn, bon, on aurait pu s'en passer et mettre un autre circuit à la place. Globalement, on peut peut-être regretter l'absence de Sao Paulo, qui était longtemps au calendrier de l'endurance et qui n'y est plus. Mais je trouve que c'est un beau calendrier avec peu de courses, mais finalement peu de quantité, mais beaucoup de qualité. Ouais, mais justement, Louis, le fait qu'un championnat du monde de premier rang comme ça n'est que 7 manches dans la saison, est-ce que toi, ça te gêne pas? Contrairement à d'autres, sans aller à un extrême comme la F1 qui a 23, mais est-ce que 10-12 courses, ce serait pas un minimum pour un championnat du monde, pour varier les localisations, les plaques géographiques, etc. C'est une bonne question. Après, tout dépend de ce que tu attends de tout ça. Effectivement, on est habitué avec la Formule 1 à avoir des calendriers à rallonge. Je suis pas sûr que historiquement il y ait eu beaucoup de courses de toute manière en endurance. Plutôt que d'aller faire des courses qui servent pas à grand chose et qui servent juste à faire du nombre, j'aime autant qu'on se restreigne à un calendrier assez quali comme on a là. Honnêtement, c'est un calendrier qui me convient. Effectivement, quand on aime, on aimerait toujours un peu plus. Donc 2-3 courses de plus, ce serait sympa. Une course en Allemagne, au Nürburgring ou à Hockenheim, ce serait sympa, tu vois. Mais non, je pense à une course en Angleterre aussi qui manque à l'appel. Oui, effectivement, Silverstone va manquer. On est d'accord là-dessus. On a cité Silverstone, Nürburgring, Interlagos, tu rajoutes Shanghai, en fait c'est les 4 autres qui sont déjà venus en championnat du monde. Il y a Mexico aussi et qu'on n'a pas cette année, mais ça tourne sur les mêmes circuits, les essentiels. Juste avec ça, tu resteras au même niveau de qualité, tu serais déjà à 10 ou 11 courses. Et je trouve que pour un championnat international, ce serait un peu mieux parce que du coup, tu aurais 2 à 3 courses sur chacune des plaques géographiques majeures. Parce qu'il me semble qu'il faut aller sur au moins 3 continents pour être un championnat du monde. Ouais. Et là, avec seulement une course sur certains continents, moi, ça me gêne un peu, mais c'est peut-être du détail derrière, je sais pas. Après, on pourrait s'organiser une course en Australie. Après, c'est vrai qu'Interlagos, tu as raison, c'est vraiment ce qui manque. Ouais, Interlagos manque, je suis d'accord. Et surtout que maintenant, on a le Bend qui est grade 2. Et puis Bathurst. Mais bon, Bathurst avec les hypercars, je suis pas sûr. Hein. Non, c'est compliqué Bathurst, mais t'as d'autres circuits qui pourraient faire l'affaire, je pense, en Australie. Donc. Ouais, le Bend, je pensais aussi, parce que du coup, je regardais tout à l'heure, et c'est vrai que je me disais, peut-être que 8-9 courses serait pas mal. Et je pensais, parmi les circuits qu'on n'a pas eu non plus, à Sepang, qui est un circuit d'endurance pas mal coté en Asie, qui fait la LMS, qui faisait la LMS avant le Covid, et qui aurait pu peut-être être sympa aussi, mais bon. Je suis étonné, Louis, que t'aimes pas Sakir. Je pensais que tu... Ça marche pas trop mal en endurance parce que le circuit est assez large. Après, il n'y a pas c'est pour ça. Je trouve pas qu'il y ait vraiment d'excitation d'âme en fait à aller à Sakir. Tu vois, c'est pas pour moi une location, une destination endurance. Quoi. Après, ça le devient. Je vais encore aller comme chaque année, mais pour moi, Sebring, c'est Sakir avec des bosses. Hein. C'est un circuit tout plat et pas très compliqué. T'enlèves les bosses, ce que j'aimerais. Il reste plus grand-chose. Il me semble qu'il a retracé Sebring, non ou pas ouais, encore. mais il leur surface très légèrement de sorte à garder le bump permanent. Attends, Sebring, c'est historique. Tu peux pas dire. Ouais, mais
Oui, non, mais d'accord, c'est historique comme le Monaco Mans, mais aussi, c'est historique, c'est pas pour ça que. Et je c'est pense la que meilleure. ça gagnerait à être non, trop c'est surfacé. génial, Ça Monaco fait trop tout le temps. longtemps. C'est un des meilleurs Sebring moments de la gagnerait à être saison. trop surfacé, je trouve, depuis le temps. Là-dessus, moi j'en ai un peu marre. Là, on a encore pendant les essais, on a vu beaucoup de voitures sursauter, beaucoup trop. Je trouvais que d'un point de vue santé pour les pilotes, j'aime pas trop ça, surtout pour les protos qui sont très bas. Il Ça faudrait demander m'inquiète son un peu. avis à Hamilton. Bah, ça va talonner. Ouais. Ça va talonner. Ça voudrait Pierre, on dire t'a que pas dans- entendu ça sur ce voudrait dire que calendrier. ça voudrait dire que dans le WEC, ils ont aussi du marsuinage? Non, Bah, c'est pas vraiment, mais c'est sur plus ces du bruits, t'as du rebond, marsuinage. Ouais, c'est plus du rebond là quand les voitures attaquent les butées, ça rebondit à ce niveau-là. Non, mais par contre, je vous rejoins. C'est vrai que, comme fief, on va dire, sport auto, au niveau Angleterre, ça pourrait le faire. Il me semble que par le passé, il y avait Il y avait Silverstone, je Silverstone, crois. ouais. Il y a eu Silverstone, qui était un circuit historique dans les années 90 déjà. Mm. Qui était une Donc, destination je phare. sais. Ouais, après, pour moi, Portimao est un circuit assez jeune. C'est un circuit qui a 15 ans maintenant, il s'est fait sa place, je trouve. Et puis c'est beau, Portimao quand même. Ouais, c'est Ouais, beau. Il y a ouais. du- Là, pour le coup, il y a beaucoup de dénivelé. C'est l'inverse de Sebring. T'as un asphalte qui est nickel, t'as beaucoup de dénivelé, t'as des virages très variés, des virages rapides, des virages lents, donc t'as besoin d'aéro, t'as besoin de traction, donc de grip méca. C'est super intéressant, hein, Portimao. Mais non, après, moi, je vous rejoins assez, c'est-à-dire, ça serait intéressant que ça tourne avec Sebring. C'est-à-dire, quand on a une manche aux États-Unis, je crois qu'il y a eu à Austin. Mm. Oui, il y a eu Austin. Il y a Sebring, mais pourquoi pas, par exemple, s'organiser un truc du côté du Bricard ou même carrément à Daytona. Bah, Bah, Daytona, Daytona, t'as déjà les l'INSA. 24. Ouais. T'as déjà l'INSA qui va avec le 24 heures. Par contre, Par contre, comme gros circuit où t'as pas déjà une grosse course aux États-Unis, t'as le Road America. Oui, Ouais, alors qui il pourrait- est qui quel pourrait- grade, qui Road pourrait America? Il est grade 2? Il est grade 2 aussi, ouais, Road America. Donc il pourrait. Quel il pourrait rentrer scandale. là-dedans. De toute façon, à partir du moment où Sebring est grade 2, je pense que. Oui, c'est vrai. Ah, mais Road America, Nickel, là, la grande descente, Ouais. ça en grade 2, bon, je suis pas hyper fan. c'est à voir. c'est clair que quand tu perds les freins, Ah bah par exemple, ouais, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Et puis t'as Tu peux te vraiment faire pas mal. de dégagement. T'as vraiment pas de dégagement, quoi. Tiens, pour info, là, pour alimenter un peu, tu sais que je suis fan de la Porsche 917, c'est une de mes voitures préférées. Et du coup, j'ai le calendrier de 1970. ouais. Et on commençait, donc il y avait 10 ouais. courses au championnat du monde des voitures de sport, hein, c'était pas d'endurance à l'époque, mais Ouais. c'était la même. Donc ça rejoint ce que dit Thomas, ça fait un peu plus quand même. Ouais, il y avait 10 courses en 1970, il y avait les 24 heures de Daytona, bien évidemment, les 12 heures de Sebring et pas cette hybride un peu chelou de 1000 miles de Sebring. Ensuite, on allait à Brands Hatch pour une course de 1000 km. Il y avait les 1000 km de Monza, la Targa Florio, ça manque. Ça, une hypercar là, sur un circuit de 70 km dans la montagne, je trouve que ça manque. Il y avait Spa, le Nürburgring, Le Mans, et il y avait Watkins Glen à la fin de saison, et on terminait à l'Österreichring en octobre. Après, t'avais la revival de la Targa Florio. Ouais, mais c'est plus un rallye, il y avait le rallye Targa Florio, quoi. Il y avait pas de... Putain. Mais la Targa Florio, t'avais le revival là il y a 2 ans sur Pergusa, là, le truc autour du lac. Ah oui, mais c'est du GT. Assez beau en termes de cadre, mais qui vaut pas grand chose. Ouais, c'est le championnat de Creventic, c'est les 24 heures series qui faisaient ça, qui avaient fait un revival de ça. Oui, c'est la Targa Florio. Messieurs, je pense qu'on peut passer aux différents line-up, si ça vous plaît bien. Et on va commencer par le GT quand même, pour la dernière saison du GTE. Oui. Et j'ai envie de commencer par toi, Louis, pour reprendre une écurie qu'on aimait bien il y a quelques années et qui a un peu baissé en gamme, je trouve. C'est Project One. Est-ce qu'on les met toujours dans les favoris en début de saison pour 2023 ou est-ce qu'ils ont un peu baissé par rapport à leur début qui était tonitruant en 2018-2019? Bah, oui, ils ont peut-être un peu baissé temporairement. Il n'y a plus qu'une voiture, hein, si je dis pas de bêtises, du Project One. Ça, c'est déjà c'est pas terrible. Après, je trouve que c'est un bel équipage avec Matteo Cheroli, toujours, qu'on connaît bien. PJ Hayet, que je ne connais pas. Et Gunnar Janet, qui est un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui roulait avec les Cadillac ou les Panos, je sais plus exactement. Oui. Mais donc globalement, il y a un bel équipage. Ils ont potentiellement les moyens de bien faire. À voir si c'était une baisse
de rythme temporaire ou si on va les retrouver devant. Après, moi j'ai envie de les voir performer parce que tu l'as dit, c'est la dernière année de ces GTE et ils vont rouler évidemment cette 911 RSR GTE qui est une voiture extraordinaire, probablement une des plus belles voitures que j'ai pu voir rouler, que ce Et un soit des en plus beaux endurance sons. ou n'importe où. Et oui, un son extraordinaire. Donc voilà, pour les adieux de cette voiture, j'ai envie qu'il performe bien sûr. Et tu parlais de Tiroli comme pilote exceptionnel, c'est lui qui a fait le meilleur temps des essais sur les 4 séances cumulées au prologue et qui était devant très souvent. Enfin, il a tapé beaucoup de très bons chronos très réguliers et pour les pôles, il sera vraiment à surveiller l'ami Tiroli. Thomas, est-ce que tu as un favori, avant qu'on passe un peu en revue tout le monde, est-ce que tu as un peu un favori dans cette catégorie GTE? Alors, Une Ferrari, j'imagine. Eh ben, alors oui, en tant que favori, effectivement, il y aurait l'équipage AF Corse dans la 54 qui me plaît bien. Maintenant, je pense que l'équipage qui m'a l'air le plus capé et le plus apte à tirer son épingle du jeu, ce serait le Northwest AMR avec Paul Dall'Alama, Nicky Tim et Alexis Jeffries, qui me semble être le trio le plus affûté. En tout cas, ça me semble être à peu près le seul avec 2 pilotes qui m'impressionnent vraiment, avec Dall'Alama et Nicky Tim. Donc je pense que cet équipage pourrait avoir un petit peu d'avance. Par contre, la voiture a l'air de traîner un peu la patte. J'allais te le dire, c'est qu'ils sont les trois Aston Martin sont dernières au chrono pour l'instant, malgré des Nicky Tim et des pilotes Silver qui sont pas mauvais. Donc Bon, c'est vrai que on n'est qu'à Sebring, faudra voir quand la Bob sera ajustée peut-être en cours de saison. Combien de fois on a vu des équipages cacher leur jeu en début de saison pour finalement au Mans avec les poids doublés être largement devant tout le monde, etc. Bon, ça je m'en méfie. Après, globalement, je trouve qu'on sent qu'on est sur une saison de transition côté GTE. Je trouve qu'il y a relativement peu de pilotes vraiment de premier plan. Je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes en disant ça, mais sorti des Nicky Katzberg, Andlauer, Nicky Tim, Dall'Alama, qui est-ce qu'on pourrait mettre encore dans David Erigon, évidemment. Je trouve que ça manque un petit peu de vrais pilotes de premier plan. On sent que ça a été un petit peu aspiré par l'hypercar. Et encore, certains équipages en hypercar font pas plus rêver que ça. Et je pense que ça fera du bien le fait d'avoir des GT3 très bientôt pour avoir plus de pilotes qui sont vraiment des très bons pilotes de GT et qui vont venir remplir cette grille qui me semble un peu tristoun pour cette saison 2023. C'est vrai qu'on a aussi une nouvelle génération de pilotes. T'as des Ferrari qui a recruté Lilou Wadou et des jeunes pilotes comme ça. C'est vrai que on a encore des gros noms sur la première partie de la grille. Je pense que ceux que tu as cités, c'est ceux qu'il faut citer. On peut citer Michel Gatting aussi, Harry Ticknell, Daniel Serra. Il en reste quelques-uns, mais c'est vrai qu'en fait, le pilote de pointe de chaque écurie est plutôt bon. Le premier pilote silver ou bronze qu'on connaît est plutôt bon, mais par contre, c'est vrai que le deuxième, tu as vraiment une baisse de niveau et tu vois des noms que tu voyais pas avant et qui. Louis parlait de PG, j'ai oublié son nom d'ailleurs, PG Hayet. Voilà. C'est en ça que le Northwest AMR me semble un peu plus capé au niveau de son trio de pilotes. Mais comme tu l'as dit, la voiture est trop derrière pour l'instant. Pierre, est-ce que tu as un favori en GTE cette année? Alors, en toute franchise, moi j'y connais pas grand-chose. La seule chose, c'est j'aimerais bien une belle surprise du team Iron Dams. Qui se sont classés deuxième des essais en cumulé, qui est un trio très très homogène pour le coup. Quelque part, c'est peut-être leur saison aux Iron Dams. C'est l'occasion de briller. C'est un très bon trio, moi je trouve. Et qui en passant sur la Porsche a peut-être upgradé par rapport à la Ferrari en plus. Sans doute, ouais. C'est une écurie en plus assez jeune et je trouve que sur le côté équité et mixité, ça serait... S'ils peuvent au moins peut-être taper un podium, ça pourrait être franchement pas mal. Ouais, et puis surtout, il y a la structure Iron Lynx derrière qui est quand même une des grosses structures de l'endurance, toutes catégories confondues, donc ça me semble jouable, effectivement. Ouais, effectivement, si on regarde les temps, alors déjà, parmi les 5 premiers, il y avait 4 Porsche en termes de vitesse, et il y a les 2 écuries de Iron, il y a Iron Dam qui est deuxième, Iron Lynx qui est 5e au temps, et qui montrent toutes les deux que le package effectivement Iron fonctionne très très bien et dans cette Porsche peut-être encore mieux, je sais pas ce que tu en penses plus, mais peut-être encore mieux que dans la Ferrari cette année, et peut-être qu'il y a un double coup à jouer pour l'écurie Iron.
Oui, c'est possible, effectivement, ils sont passés à Porsche. Ça risque peut-être d'être un peu compliqué pour eux, le changement. Il faut qu'ils maîtrisent bien la voiture et surtout sur les courses d'endurance où la préparation de la voiture, la fiabilité, etc., a un rôle primordial. Il faudra faire attention à ne pas se faire avoir là-dessus de leur côté. Mais bon, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main, hein, effectivement. Maintenant, tu parles de Porsche. Je pense qu'il y a d'autres gros teams Porsche qui peuvent être particulièrement dangereux et notamment du côté du DMC Proton Racing, la 77 avec Andlauer, Christian Reed et Pedersen, ça va rouler très vite. Hein. Donc, on peut en parler, mais Julien Andlauer, qui est un de nos deux petits Français, justement dans cette année de transition un petit peu, cette année il est appelé à être le leader quelque part de Proton Racing en endurance et à suppléer Harry Ticknell. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui pour cette saison 2023 avant 2024 où il y aura beaucoup d'équipages pro et il peut en faire partie? À qui tu t'adressais du coup? À toi, je rebondissais sur ce que tu disais sur Andlauer, excuse-moi. Ouais, non, écoute, Andlauer, il commence à avoir beaucoup d'expérience. Il a commencé à rouler. Je crois qu'il est 98 ou 99. Oui, il a 23 ans. Il a 23 ans. Donc t'imagines 23 ans et ça fait déjà 6-7 ans qu'il court en Porsche Super Cup déjà, etc. Donc c'est un pilote qui, je pense, a encore des possibilités de progresser, mais qui arrive déjà à une bonne maturité, qui a de l'expérience, qui a une bonne pointe de vitesse. Effectivement, il peut tout à fait être un leader pour cette équipe. Ouais, je suis assez d'accord et surtout là aussi il a son épingle à tirer puisque la Porsche est relativement récente comme voiture et typiquement les Aston et les Ferrari me font un peu peur parce que ça commence à être des machines vieillissantes qui commencent à traîner la patte. Je pense que c'est deux constructeurs qui n'ont pas parié sur le GTE parce que le GT3 arrivait, a été un petit peu repoussé il me semble avec le Covid et ils se sont fait un petit peu avoir là-dessus, mais je pense que du coup Porsche et Corvette sont les mieux préparés au niveau des machines pour jouer la gagne. Même si Corvette pour l'instant n'a pas encore trop montré de choses. Mais, ils n'ont pas trop montré leur jeu, mais le petit Argentin qu'ils ont recruté est déjà dans les mêmes temps que Nicky Katzberg, Nicolas Varone. Très bien. Ils construisent un bon duo et puis on sait que Ben Keating fera le taf. Hein, Louis, c'est un de tes chouchous, Ben Keating. Mais j'adore Ben Keating, tu sais que. Oui, ça fait vraiment partie de ces gentleman drivers, mais qui sont très très rapides et qui arrivent toujours à monter des gros projets très sérieux. Et on se souvient notamment de l'année où il avait engagé dans son équipe une Ford GT et ça a été une grosse course. Tout à fait. Pour un peu faire le résumé de ce que vous avez dit, puisqu'on a parlé des pilotes féminines, on a parlé des pilotes français, on a parlé de cette omniprésence Porsche. Dans le top 10 des essais, il n'y a que 2 pilotes Ferrari. Le deuxième, le plus long des deux, c'est Daniele Serra, quand même, pilote officiel Ferrari depuis un moment et champion du monde d'endurance, s'il vous plaît. Mais première pilote Ferrari et 4e des classements au milieu des pilotes Porsche, c'est Lilou Wadou qui commence sa carrière en GT seulement, qui était l'année dernière en proto sur la voiture du Richard Miles avec Charles Milesi, dont on reparlera tout à l'heure, qui est un autre de nos petits Français chouchous. Mais pareil, Lilou Wadou, elle a un gros coup à jouer. Je ne sais pas lequel d'entre vous va en parler, mais moi je trouve que cette année, elle peut vraiment s'imposer et sortir de l'ombre de Charles Milesi, de Dorian Pain, des autres Français de sa génération qui sont aussi très très forts. Je passe mon tour. Lilou Wadou, effectivement, ça fait partie de ces pilotes, tous sexes confondus, qui sont vraiment rapides. Je pense que effectivement, elle fait partie des pilotes féminines les plus rapides, mais même des pilotes tout court les plus rapides. Dans ces catégories, surtout vu son âge, il me semble qu'elle est toute jeune, elle doit avoir. Elle est de 2002, comme Charles Milesi, son âge. J'allais dire 19 ans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, elle a encore beaucoup à apprendre. Elle a déjà fait du proto, comme tu l'as vu, comme tu l'as dit, pardon. Donc je pense que ça va lui apporter pas mal de choses sur la gestion du trafic, parce que du coup, elle sait doubler et elle sait être doublée. Parce que forcément, en P2, tu es doublé par les hypercars, les P1, et tu dois doubler les GT. Donc ça, pour la gestion du trafic, et principalement la nuit, je pense que ça va beaucoup l'aider. Elle a une grosse vitesse pure, une grosse vitesse brute, et je pense que c'est peut-être Détroit, elle pourrait piloter, mener cette équipe le plus loin possible, et je pense qu'on peut mettre beaucoup de confiance en elle, et elle va en impressionner plus d'un, à mon avis. Oui, tout à fait, je te rejoins. Ça fait partie de ces pilotes que j'ai pas trop vu venir.
parce que bah, Elle est arrivée très vite en P2. Très vite. Ouais, elle a une ascension Oui, très très rapide. Hein. Et puis que ce soit donc Lilou Wadou ou Dorian Pain, c'est des pilotes qu'on n'a pas vus dans les catégories juniors en monoplace, notamment. Ouais. Comme beaucoup de pilotes d'endurance qui souvent font de la monoplace et puis arriver en Formule 2, bah, il n'y a pas vraiment la possibilité d'aller en Formule 1, donc on se redirige vers l'endurance. Elle a fait du TCR et de l'Europa Cup, de l'Alpine Europa Cup, je crois. Absolument, elle avait commencé par la 208 Cup en France, puis elle avait fait du TCR et de la Clio Cup, et puis après elle avait fait de l'Alpine Europa Cup, et à l'issue de sa saison où elle était 3e en Europe, il l'avait mis dans une P2. Ouais, ce qui est relativement atypique hein, quand même, aller en P2 après quelque chose de si court. Oui, tout à fait, mais donc du coup c'est vrai qu'on parlait de Lilou Wadou, mais même chose pour Dorian Pain, en fait on a deux pilotes là qui sont extrêmement rapides et qui peuvent beaucoup impressionner. Et avec l'équipage Iron Dam dont on a parlé, quand on voit toutes les difficultés qu'a la Formule 1 avec le W Series, la F1 Academy maintenant, quelles difficultés qu'ils ont à amener de la diversité et amener des filles dans les catégories Formule 2, Formule 1. Et on voit que l'endurance réussit très bien avec des filles qui sont très rapides et qui sont capables d'aller jouer la gagne, etc. Donc, on se dit que voilà, il y a du potentiel et qu'effectivement, les filles peuvent être aussi rapides que les garçons. Et surtout, Cocorico, ça reste 2 pilotes françaises, 2 pilotes de premier plan. Et tu parlais de Dorian Pain, je pense que là-dessus, Ferrari va s'en mordre les doigts. Il me semble que tu le disais, Clément, sur Twitter. Ferrari a laissé passer un des plus gros talents, surtout pour une pilote qui était de leur filière, parce qu'elle faisait la 488 GT Cup ou un truc comme ça. Ou le Ferrari Trofeo. Challenge. Le Ferrari Challenge. Oui, un des deux, ouais, c'est ça. C'est le Ferrari Challenge parce que c'est Lamborghini Super Trofeo et oui, Ferrari exact, Challenge. Oui, exact. Et donc là, le fait d'avoir perdu cette pilote-là, je pense que c'est un gros coup dur pour Ferrari. C'est pour ça qu'ils ont voulu sécuriser Lilou Wadou, je pense, dans la 488. Mais à mon avis, ouais, Ferrari a raté son coup et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts parce que Dorian Pain, c'est une machine de guerre. Et puis, pour revenir sur Lilou Wadou, très vite, c'est vrai que l'an dernier, ce qui m'avait bluffé avec elle et Charles Milesi dans la Richard Mille, c'est que c'était 2 très jeunes pilotes. Je ne sais pas si tu te souviens, Lou, on en avait parlé, on ne savait pas trop à quel point ils allaient pouvoir prendre ce leadership, surtout avec un Seb Ogier qui paraissait être énorme. Mais en fait, c'est eux qui avaient guidé Seb Ogier et tu regardais leur temps, c'était des métronomes. Charles Milesi, Lilou Wadou, c'est tour après tour, ça exécute, ça emmène de la vitesse tout le temps, ça ne perd pas de temps et c'est super cool d'avoir des pilotes comme ça. Et c'est vrai que elle est dans un trio avec Alessio Rovera et Luis Perez-Compan qui est un trio d'expérience. Luis Perez-Compan qui est un bon pilote bronze en plus, donc qui va pouvoir l'aider. Elle bénéficie du fait qu'elle n'est pas encore passée gold, donc c'est pour ça qu'elle est dans cet équipage-là. Mais en réalité, c'est un équipage très fort. Parce qu'elle a le niveau gold et en fait, c'est un équipage quasiment avec 2 gold et un silver, ce qui n'est pas le cas normalement en GTM. Et ouais, ça peut être vraiment un prétendant pour la game. Et on dit bonjour à Mister Le Mans dans le chat. Bonjour. Messieurs, votre prono pour le titre GTE AM. Pierre, je te laisse commencer. Qui tu nous donnes comme écurie titrée, comme voiture titrée, pardon. En GTE AM, on est bien d'accord. En GTE AM, ouais. Tu restes sur l'Iron Dam ou tu... Non. Enfin, Iron Dam, c'est plus... c'est bien, mais bon, Iron Dam, pour moi, c'est ça. Je rejoins ce que vous disiez, ça doit être Enfin, moi, j'attends une année de confirmation. Et s'il y a un coup d'éclat, pourquoi pas. Non, je pense que pour le titre, il y a plus de chances que ce soit quand même une Porsche. Et ben, on va mettre une pièce sur Project One. Sur la Project One, sur la 56. Ouais. Thomas. Ouais, je pense que Porsche aura le dessus et moi je miserais plutôt sur la 77 du DMC Proton avec Julien Dlouer en chef de file, même si encore une fois hein, le Northwest chez Aston Martin et la 54 AF Corse chez Ferrari pourraient avoir leur chance, mais c'est plus au niveau de la machine que j'ai des doutes et l'ensemble pilote-machine le plus homogène me semble être chez DMC Proton. Bah oui, malgré tout le bien qu'on a dit de Lilou Wadou, ça me fait mal, hein, mais je suis d'accord avec Thomas, c'est la 77 la favorite. Ok. Moi, encore une fois, là aussi, on est sur une 488 qui va, je pense, être un peu d'arrêt. Mais c'est pour ça. Tous les ans, je mise sur le DMC Proton Racing, donc il y a forcément un moment que je vais avoir raison.
Ouais. David Coulthard sort de ce corps. Cette année, c'est mon année. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce trio de la 83 chez F Corset, c'est un très bon trio, mais en soi, la Ferrari est pour l'instant en dessous de la Porsche et je peux pas me permettre non plus de risquer sur la Richard Miles, même si ça me ferait plaisir pour aller sur Overa et Lilou Wadou. Mais j'ai envie de suivre, Pierre parce que je trouve que Matteo Chiroli est tellement fort que. En fait, j'ai un problème avec Christian Reid que je trouve vraiment, vraiment très lent comme pilote Silver et je pense que ça peut handicaper la 77. On reparlera des pilotes qui peuvent handicaper leur équipage après, bien sûr. Ah, l'appel du pied. Ah, c'est moche. T'as vu la passe en profondeur? Boum. Ouais. Allez, bien Iniesta. appuyé en profondeur. Là. Donc je vais partir comme. Écoutez, on n'est pas très original, on est 4, on n'a que 2 voitures différentes. La Project One 56 pour Pierre et moi Et et quatre la DMC Porsche. Proton 77 4 pour Porsche. Thomas et Louis. N'hésitez pas dans le chat à donner des Ferrari vainqueurs ou la Corvette, pourquoi pas. Ouais, Pas la Aston Corvette me Martin. fait envie, mais je résiste. Je résiste. Passons au P2, messieurs. Passons au Oula, LMP2. vaste sujet, le P2. Oula, Très le compliqué. vaste sujet. Est-ce que, alors, Alpine oblige, est-ce que Thomas, contractuellement, tu veux commencer sur le P2? Vous me mettez Où est-ce dans que une tu laisses la situation main? difficile. Non, bah, ils sont là où ils doivent être, vu leur voiture, en P2 et pas en catégorie Rennes. Merci. Je pense que la 36 est la mieux armée des deux voitures. Surtout avec un bel équipage, je trouve, avec Julien Canal, Charles Milisi, Mathieu Vaxivière. Ça me semble être assez homogène. Plutôt sympa. On a parlé de Charles Milisi en bien juste avant. Donc, ça me semble être un bon trio. Mais je pense qu'il va y avoir une très féroce concurrence entre les deux Préma qui m'ont l'air assez monstrueux, surtout la 63. Il y a un trio qui a l'air monstrueux chez Préma. Ouais, la 63, la Bortolotti, Ouais. Fiat d'Oriane Pain, avec deux pilotes qui sont promis à l'hypercar Je pense qu'on peut même Lamborghini dire, juste après. je pense qu'on peut même dire 3 pilotes qui sont premiers à l'hypercar. Tu mets que si ça Fiat se passe dedans bien. aussi? Tu penses que Fiat est dans les petits papiers de Je Lambo pense- pour l'hypercar? Je pense que quand tu as un pilote de F1, Ouais, forcément, ouais, c'est vrai. possible, tu passes pas à côté. Ah, et Grosjean de Fiat, ça va être un sacré duo, ça. Non, mais même chez les autres, là, le WRT avec entre autres Deletraz et Kubica, ça me semble très fort aussi. Je regarde un petit peu la liste, là, évidemment, la 31, l'autre WRT, Frin, Gelael, Habsbourg, ça va faire des Très chocs à très gros pic. trio. Ça va faire des chocs à pic. Toujours le United Autosport avec ces deux voitures qui vont être très fortes. Ça va être une année très très relevée. C'est dommage, on n'a jamais trop de diversité au niveau des voitures, mais ça va être une année très relevée parce que les pilotes sont tous très bons. Il n'y a pas vraiment d'équipage qui se détache pour moi. Ah bah si. L'Inter-Europol, il se détache quand même un peu. Ah oui, c'est ce que j'allais. Tu vois, je le connais par cœur. Ça fait des années qu'on fait les produits du WEC ensemble. J'allais dire, il y a un équipage qui se détache vers le bas, mais il va devancer. Bah, bien sûr, Jakub Śmiechowski, deuxième pire pilote de toute la grille. Ouf, ça fait mal. Et c'est qui le pire pilote de toute la grille, Valentin? On en veut parlera des tout noms. à l'heure, mais. Ah oui, non, je pensais que tu parlais du P2. Je parlais de toute la grille. Pour moi, c'est Ah oui, d'accord. Jakub Śmiechowski, c'est le deuxième pire pilote. Je sais pas si Louis t'es d'accord là-dessus, mais. Oui, c'est clairement un pilote qui nous impressionne pas. Et je savais que tu allais parler d'Inter-Europol. Très, très belle voiture. Vraiment, le vert jaune à vomir, là, c'est. Tu sais que c'est une voiture que j'avais dû voir rouler dans je ne sais quelle série obscure à Spa il y a une paire d'années avant qu'ils fassent de l'ELMS, etc. Et ils avaient une LMP3 pareil qui était peinte en jaune et vert. Ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Et on nous parle dans le chat du team Jota aussi, effectivement, le team Jota qui fait le un retard, bien, oui, parce qu'Oliver très, très Magnussen fort. et Pietro Fittipaldi, et tant qu'ils n'ont pas leur hypercar, ils auront 2 Jota en LMP2 et ils peuvent causer des soucis avec la deuxième Jota. Parce C'est que quoi? ils C'est jusqu'à payent- Spa? C'est jusqu'à Spa, c'est ça? C'est jusqu'à Spa, si mes souvenirs sont exacts. Mais c'est un très bon trio aussi. Louis, sur ce P2, qui t'impressionne le plus pour l'instant? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gros équipages, mais tout ce que je peux dire, c'est que ce sera une Oreca qui gagnera le championnat. Allez. Et c'est effectivement très compliqué de pointer un équipage en particulier parce que c'est assez homogène. Il y a vraiment des beaux équipages. Mais ouais, la 41 peut-être du WRT avec Robert Kubica, Louis Deletra, Rui Andrade, je pense que ça peut faire très très mal. Quoi.
y a C'est un bel qui est équipage, vraiment- mais je miserais plus sur la 31 cette année. J'ai Ouais, toujours je du suis mal d'accord. à miser sur Sean Gelael, mais effectivement, c'est un pilote qui s'est Et vraiment qui a révélé en montré- LMP2, mais j'ai Ouais, toujours en du mal P2, il a montré des belles à choses. Là, il y a eu Oui, quelques oui. éditions du Mans qui étaient vraiment impressionnantes. Oui, on n'oublie pas qu'il est toujours silver et c'est pour ça que enfin, ce trio peut exister, mais en réalité, c'est pas un silver, Sean Gelael. Non. C'est plutôt un gold qu'un silver. Ouais, Et, vu son parcours, ouais. oui, J'ai oui, du mal à comprendre comment il a pu, en étant autant largué en Formule 2, arriver à être aussi rapide en LMP2. T'en as plein des pilotes comme ça, ça arrive, hein. Des fois, c'est un style de pilotage, c'est une gestion de la course, c'est le fait d'être plus constant sur des longs runs, ça peut jouer sur beaucoup de choses, hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des voitures différentes, c'est des courses différentes. T'as Tu tout à vois, fait raison. regarde, tu prends des pilotes de premier plan qu'on a vu en endurance, des Hartley par exemple, ça n'a pas du tout fonctionné en F1, il n'avait pas le niveau parce que c'était pas son type de course. Et je pense que Hartley fait partie des éléments indiscutables en hypercar aujourd'hui. Bon, il n'est pas le seul, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il y en a plein. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi une différence de niveau intrinsèque entre les top pilotes du WEC et les top pilotes de Formule 1. Oui. C'est pas qu'une question de style de pilotage, je pense, quand même. Alors Oui, que bien regarde, sûr, bien sûr. José María Lopez, on sait qu'il n'est pas bon partout, quoi. Donc, Il est très bon en touring car. Mais, en meilleur touring car que- argentin. Oui, meilleur que là, ouais. C'est vrai. mais meilleur qu'Yvan Muller, enfin meilleur dans la Citroën. Oh, la meilleure qui Yvan Muller en touring Oh, car. la meilleure Ça qui te va place un comme homme. tu y vas. Comme tu Eh, y vas. S'il vous plaît, quand même, 3 titres de champion du monde en touring car, ce garçon. Faut un peu respecter, même si la Citroën était bien au-dessus de tout le monde et c'était compliqué. Enfin bref. Bref. Mais pour revenir sur le P2, moi j'insiste sur ce trio temporaire de chez Jota, où deux de leurs 3 pilotes hypercar, Will Steven et Yi Fei, vont être rejoints par un jeune David Beckman qui n'est pas bien classé parce qu'il a fait de la F3 et de la F2, mais qui reste un bon pilote. Et ce trio-là, pareil, va embêter du monde avant que l'hypercar Porsche arrive. Donc ça peut être aussi un trio très intéressant sur les 2 premières courses qui peut se mêler à la stratégie et aider l'autre trio Jota. Après, de là à dire que ça pourra leur donner suffisamment d'avance pour le titre, non. Sur une saison à cette épreuve avec Le Mans, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais ouais. Il y a beaucoup de duos, hein, beaucoup de trios intéressants. Mais la Prema quand même de Bortoletti qui est Dorian Pain, moi je trouve que c'est un très haut niveau avec un Bortoletti qui est là pour ramener le côté filière Lamborghini, qui a carrément son expérience de la F1. Et Dorian Pain quand même, parce que là on parle depuis tout à l'heure, mais dans les essais, Dorian Pain, 3e meilleur temps de tous les pilotes P2 sur ses essais. Devant elle, Felipe Albuquerque, Robert Kubica, tout le monde derrière. Donc, Moi, ce que je vois dans cet équipage numéro 63, c'est que j'ai l'impression que c'est l'équipage qui a le plus à montrer. Parce que derrière, comme on l'a dit, il y a l'hypercar chez Lamborghini. Et ils ont vraiment envie de se montrer et vraiment envie de montrer qu'il va falloir compter sur eux dans un an pour la victoire générale. Et ça m'a l'air d'être le trio le plus affamé de tous. Non pas que les autres n'ont pas d'ambition, hein, mais je pense que celui-là a un petit plus parce qu'il y a un avenir derrière, alors que je pense que la majorité des autres pilotes, c'est que ils passeront une bonne partie de leur carrière en P2 et pas forcément en hypercar, encore que. Mais voilà, là les 3 du Prema Racing, je pense qu'ils savent tous qu'ils vont en hypercar bientôt. Et donc je pense que ça leur donne une motivation supplémentaire pour aller bouffer les copains. Oui, et puis il y a eux, les pilotes alpines aussi, comme Oli Caldwell et Charles Miesi, qui sont promis en avenir. Mais effectivement, eux 3, tu as raison, ils sont mais tu vois, déjà, engagés pour ça. Tu parles de Caldwell et Milisi, ils sont pas dans le même équipage, tout simplement. Donc, là, tu as les 3 dans le même équipage. Absolument. Ça fait vraiment l'équipage crève la dalle. Oui, parce que l'autre équipage à côté Prema est quand même un niveau en dessous. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Prema est moins homogène en fait que d'autres, que United ou WRT. Il y a vraiment un qui est plus. Encore que Ben Viscal et Caldarelli, c'est un bon équipage, mais alors Philippe Hugran, je le connais pas du tout. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en général, des pilotes dont on n'a jamais trop entendu parler. Bon. Après, il est très jeune, hein, il est 2002 aussi. Oui, c'est un très jeune pilote. Vous en avez parlé un petit peu, mais moi je trouve que les équipages chez United, ils sont pas mal du tout aussi. Effectivement, un peu moins homogène, je pense, mais oui, ça reste des bons équipages. Il y a, quand tu regardes un petit peu, il y a Jervis qui a quand même une bonne expérience en matière d'endurance. Albuquerque, bon, maintenant on ne le présente plus. Il y a Blomqvist aussi, oui, c'est des bons pilotes, hein, bien sûr.
Le petit Jarvis Philippe Hanson avec qui est un Kenny, produit maison contre aussi. Macao. Ouais. C'est vrai. Non, puis ça Et reste tu une disais, lui structure bien gérée. J'ai la fiche de Jarvis là justement sous les yeux. Il avait gagné le Grand Prix de Macao. Vous saviez ça? Non. Eh ben non, écoute, Eh je ben vais voilà. lire. Eh ben, heureusement qu'il y a quelqu'un ici qui fait du fact-checking. Ah, je vais mieux dormir ce soir. Sacré Oliver. Et qui court à l'année, enfin Pierre a raison, il court déjà à l'année enfin il a couru en DPI, il court en LMDH, donc effectivement il a déjà cette expérience-là à donner en plus. C'est vrai que c'est des trios, Tom Loquist, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est deux trios très très impressionnants aussi. Je sais pas pourquoi tu dis, Thomas, qu'ils sont pas très homogènes, moi je les trouve justement plutôt tous les deux très très forts comme trio, comme duo. Josh Pearson, je le connais pas, Fred Lubin non plus. C'est plus là-dessus que. Ah oui, sur le que je les vois un pilote petit peu bronze, ouais. Et, ok, d'accord, effectivement. Je vois. Ouais, c'est plus sur l'homogénéité globale du trio où je les vois. D'accord, ok. Je pensais que tu voulais dire entre les deux trios, parce que je trouve que les deux pilotes de pointe de chaque côté alors, sont... les deux trios se valent, hein. Je pense que ça va être des équipages qui vont être très proches. Mais au global, si on prend les trois pilotes, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec, alors je sais plus lequel des pilotes, Christian André, je crois, où on disait qu'il allait plomber un petit peu le peloton. Là, je les vois un petit peu pareil, là, ces deux pilotes, Josh Pearson et Frédéric Lubin. Je ne les connais pas du tout. Josh Pearson, il a 17 ans, hein, donc ah oui, c'est un peu normal. Il sort un peu. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est sans doute un pilote qui a beaucoup de potentiel, mais en tout cas, à l'instant T, il sera évidemment pas à son prime. Certains d'autres ne seront pas à leur prime non plus, on en reparlera. Mais lui, en tout cas, on tease depuis tout à l'heure, quand même. Ah là, si vous n'avez pas envie, je sais pas si vous faut. Mais c'est vrai que tu as raison, quand tu regardes d'autres pilotes Silver, comme Sean Gelael, comme Dorian Pin, qui je crois est le Silver de son équipage, comme Rui Andrade, ça te fait quand même plus, ça te paraît plus solide que ces gamins. Mais il faut se méfier des gamins de United. Hein. Ils ont sorti Philippe Hanson, qui est devenu un de leurs très bons pilotes. Peut-être que Josh Pearson, ça sera leur prochaine pépite. Mais bon, tu vois, l'endurance, c'est particulier. Il y a la gestion du trafic, il y a la météo, il y a la nuit, il y a tout ça. Il y a des relais très longs, des fois, effectivement. Plusieurs dizaines de minutes, c'est ça qui me fait peur. Josh Pearson, c'est une victoire à Sebring l'année dernière aussi, alors il venait juste de fêter son 16e anniversaire et c'est une victoire à Sebring. Ah oui, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ouais, je pense que ça fait partie de ces jeunes. Il y avait un certain Lando Norris aussi qu'on voyait chez les jeunes. Chez United. Chez United, exactement. Ouais. Avec après, un très jeune aussi, Fernando Alonso. Ouais. Un petit genou qui vient d'arriver en Formule 1, il performe pas mal. Hein. Ah, il est pas mal. Ouais. Tu disais, c'est Zach Brown, dès qu'il voit un pilote, il est obligé de le signer. Il signe. Oh, j'ai cru que ça allait être tendancieux. Non. Oula, non, monsieur. Nous sommes sur restez calme, c'est un podcast, c'est de la bienséance ici, s'il vous plaît. Puisque vous faites le malin, monsieur Felizardo, donnez-nous votre prono. Eh ben, la 63. La 63, ok, d'accord. Obligatoire. Est-ce qu'on part sur une full supporting de Dorian Pin? Est-ce que c'est parti? On est. Tous ceux qui disent pas 63, ils ont tort déjà. Donc, ok. Et ben c'est avec grand plaisir que je vais dire la 41 alors. Bah, la 41, c'est un bel équipage. Ok. Je miserais plus sur la 31 encore une fois, mais la 41 est un bel équipage. Mais derrière la 63. J'hésite un petit peu. On va peut-être rappeler, hein, la 63, c'est l'après Racing avec Bortolotti, Fiat et Dorian Pin. Et la 31, c'est la WRT. Pardon, t'as dit la 41, excuse-moi. C'est la WRT avec Andrade, Deletra et Kubica. Non, moi je reste campé sur mes positions. Je pense que United peut peut-être créer la surprise avec la 22, avec Hanson, Albuquerque et Lubin. Ok. Tu pars sur la 22. Et toi, Clément? Moi, je pars sur la 34 d'Inter-Europol Compétition, bien sûr, les chefs de je suis déçu que tu n'aies pas misé sur la 23, sur lequel il y aura Van der Garde quand même. Non, j'ai un problème avec Guido Van der Garde depuis qu'il a fait éruption dans le garage d'une écurie qui m'est chère. J'ai un problème avec ce garçon. Mais non, la 63, moi je suis Dorian Pin fan account depuis très longtemps. Et puis j'ai toujours bien aimé Daniel Kiat, ce jeune garçon. Donc ouais, la 63 que je trouve très solide et très homogène encore une fois. Et même si je rejoins Thomas, en numéro 2, je mettrais la 31 et pas la 41. Mais c'est aussi un peu pour embêter Louis, on va pas se mentir. C'est toujours une bonne raison. C'est toujours c'est la raison d'être de ce podcast, c'est d'embêter Louis. Sinon on fait quoi
on s'embête. C'est bien, il y a de la diversité déjà. Maintenant, l'hypercar. Alors maintenant, messieurs, passons au sujet sérieux, passons à Ouais. l'hypercar. Qui veut commencer? Est-ce que vous avez une écurie dont vous voulez parler en particulier? Pas d'écurie qui commence par V, on va y revenir après, d'accord? Pierre, on peut te laisser la primeur. Peut-être on a commencé sur le GTE et le P2. Bah, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu du prologue, c'est les Toyota sont vite, elles sont très rapides. Alerte, il est vite. Les Porsche Penske sont pas si mal que ça. Et quelques dixièmes quand même. Ouais, mais après, enfin voilà, pour moi, un prologue, c'est pas comme une course. C'est vrai. C'est pas comme une course de 6 heures, de 12 heures, de 8 heures ou de 24 heures. Elles sont pas si loin que ça, effectivement. Et on a vu par le passé, par exemple, que Toyota pouvait se montrer très performant, mais par contre, ça pouvait pêcher en fiabilité. Peugeot, j'ai un peu de mal à les situer. Enfin, qu'on parle de Peugeot et Ferrari à un moment quand même. Mais Ferrari, il y a du boulot. mais parmi les constructeurs, entre Porsche et Toyota, dans les chronos, il y avait Cadillac, on a oublié, mais la Cadillac était très juste derrière Toyota. J'allais justement y venir. Vas-y. Moi, je trouvais que la Cadillac, c'était vraiment la bonne surprise. Ouais, je trouve que la Cadillac, c'est la bonne surprise dans le sens où on voyait, on estimait que les LMH et les LMDH allaient avoir des gros écarts de performance et que la BOP allait essayer de remettre le truc à peu près d'équerre. Bon, c'est qu'un prologue, comme tu l'as dit, et on n'est pas encore à la course, mais j'ai l'impression que Toyota et Cadillac nous montrent que les deux règlements techniques peuvent être équivalents en termes de temps. Maintenant, ce qui me fait peur de mémoire, Cadillac avait eu quelques soucis de fiabilité pendant les 24 heures de Daytona. Ça me fait un petit peu peur. Ils n'ont qu'une voiture, donc ça aussi, ça me fait un petit peu peur. L'équipage est, je pense, très très solide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont au moins au niveau d'un des deux équipages Toyota, sans souci. Bon, tu peux juste rappeler l'équipage Cadillac? C'est Earl Bamber, Alex Lynn et Richard Westbrook, qui il me semble est l'équipage classique qui avait dans une des voitures à Daytona. Donc ça me semble très bon. Encore une fois, le fait qu'il n'y ait qu'une voiture avec parfois des problèmes de fiabilité, ça me fait peur. Là, toutes les voitures dont on a parlé, hormis la Toyota, c'est des voitures qui sont très récentes. Alors, il y a la Glickenhaus, on n'a pas parlé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? La Glickenhaus n'a pas fait. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que la Glickenhaus est venue sans faire d'essai préalable, et donc c'est la première fois qu'ils retrouvent leur voiture depuis Monza l'an dernier. Ça, c'est toujours pareil, c'est que tu vois, ils roulent une fois tous les 6 mois, ils se plaignent d'être à 3 secondes et que la BOP ne va pas en leur faveur. Ouais. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y avait un potentiel, pas une voiture qui est amenée à la base à Glickenhaus, mais trop peu d'essais, trop peu de choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en termes de temps, la dernière des hypercars. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est normal vu la préparation qu'il y a. Et les Peugeot, on a vu pas mal de problèmes de fiabilité. Oui. Et puis des perfs qui ne sont pas exceptionnels, je trouve. Beaucoup de problèmes de boîte de vitesse pendant ces essais, ce qui est plutôt inquiétant. Ouais. Pour une écurie qui est plutôt bien préparée, ça fait un peu peur. Ça me fait un peu peur sur la saison. Pardon. Et ouais, donc du coup, je pense que Toyota sera devant par l'expérience. Par l'expérience, la fiabilité, la GR010, elle est plutôt fiable. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment eu de problème de fiabilité depuis qu'elle est en course, donc depuis 2 ans maintenant. Donc pareil, c'est un modèle qui est très éprouvé. Et je pense que ça va être là leur avantage, plus que la perf. Le moteur, tu as déjà de la 0,50. Oui, bien sûr. 0,50, donc il a déjà 5-6 ans, il est complètement éculé. Ouais, cette GR010 avait été extrêmement fiable, même sur la première saison de ces nouvelles hypercars. On avait un peu peur pour la Toyota. Puis finalement, tout s'était très très bien passé. Il n'y a pas vraiment de souci. Ouais, puis l'avantage, c'est qu'ils ont fait 2 saisons sans trop de concurrence, donc ils ont pu y aller petit à petit. Ils savaient qu'il y avait la BOP pour rattraper et que la BOP n'allait pas privilégier Alpine, puisque écart de championnat, etc., Toyota était les seuls à avoir joué le jeu sur le nouveau règlement. Même si on a failli avoir Alpine titré, on n'est pas passé loin. Ouais, mais bon, on a vite vu que la BOP... ça aurait été un putain de scandale. La BOP a quand même vite remis les choses dans le bon ordre. Et je pense que du coup, ils ont pu apprendre très largement les limites de la voiture, pouvoir la faire monter progressivement en puissance, et je pense que ça va être là leur avantage. Et sur des courses de 24 heures, on va être assez vite surpris, je pense. Parce que le fait d'allier le rythme et la régularité et la fiabilité,
ça va être autre chose. Comme de toute façon, il n'y a pas Acura pour tricher, c'est fait. Quoi. Mais même avant des courses de 24 heures, hein, même sur une course de 12 heures, là, Oui. personne n'en a fait à part eux. Et Glickenhaus qui a fait les 24 heures du Mans une fois ou deux fois? Une fois, il me semble. 2 fois, je crois. Non 2 fois. Et ils en ont fait aussi en 2021. Louis, toi qui étais sur place en 2021, tu confirmes qu'ils y étaient? Oui, il y avait les 2 Glickenhaus en 2021. D'accord, donc ils ont fait 2 fois le Mans, mais à part eux, Peugeot n'a fait que des courses de 6 heures, 8 heures. Donc là, déjà, ça va être un premier test pour tout le monde. Et tu l'as dit, je pense qu'on va être surpris de peut-être l'écart de fiabilité entre Toyota et les autres LMH. Parce que les LMDH, peut-être qu'elles seront plus fiables de par cette expérience à Daytona. Porsche a eu pas mal de problèmes à Daytona, Ouais. Cadillac en a eu aussi. Et maintenant, l'inconnu qu'on va tous avoir, c'est à quel point ils peuvent être rapides et fiables. Parce que être rapide entre LMDH, c'est une chose, puisque le règlement est unique et relativement restrictif. Être rapide avec 2 catégories différentes et fiable sur la durée, c'en est une autre, je pense. Et je pense qu'on va être surpris. Et c'est là où je mise quand même bien sur Toyota pour tirer leur épingle du jeu. Louis, on t'a peu entendu là-dessus sur les crackers. Je suis assez d'accord avec Thomas. Effectivement, le Toyota a beaucoup d'expérience, a une bonne voiture, a des équipages qui sont très bien rodés. Donc, ils vont logiquement être favoris. Je suis aussi très inquiet concernant Peugeot, non pas en ce qui concerne la performance, parce que la voiture a l'air performante, mais en tout cas suffisamment performante pour être rattrapée par la BOP. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité chez Peugeot. Ils ont beau nous chanter qu'ils ont fait des simulations de courses de 26 ou 28 heures, je ne sais plus exactement. Malgré tout, quand tu es tout seul sur un beau circuit, c'est quand même pas la même chose que de faire une course de 24 heures sur un circuit comme Le Mans, ou même de faire 12 heures sur un circuit de bosselé comme Sebring qui met vraiment à mal les voitures. Ouais. Donc ça risque d'être compliqué pour Peugeot. Reste Porsche, effectivement, ils ont eu des problèmes de fiabilité à Daytona. Ils avaient l'air un poil en dessous en termes de perfo par rapport notamment à Cadillac. Mais je suis pas inquiet, je pense que chez Porsche, on travaille très vite et très bien quand il s'agit de l'endurance. Il faut jamais sous-estimer Porsche. Donc ils vont revenir. Après Porsche, ils sont avec la Multimatic qui de mémoire était pas le châssis qui avait le plus la cote dans les anciens règlements. La Multimatic avait un gros problème de traînée. En fait, c'est pour ça qu'elle n'avait pas été choisie. Bon, sachant que maintenant, c'est plutôt le constructeur qui fait la partie aéro. Donc mais la Multimatic avait servi de base à la Mazda, non? À la Riley, ouais, c'est ça, à la Mazda, qui n'avait pas fait long feu non plus. Donc, ouais, voilà, c'est plus ça qui me fait peur. On avait cette inquiétude-là concernant, c'est vrai qu'on avait une intégration là où par exemple la Dallara n'avait pas non plus un grand succès en tant que P2, mais Cadillac avait su en faire une très bonne DPI, et c'est reparti sur cette base-là pour sa LMDH. Oui, alors c'est ça, c'est un partenariat qui continue, donc c'est un autre avantage. Oui, puis bon, il y a peut-être aussi la BOP justement la balance des performances qui va venir lisser un peu tout ça. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les articles là des essais qu'il y a eu à Sebring, qui disaient que certains constructeurs devaient certainement cacher leur jeu pour montrer qu'ils étaient très lents et pour avoir une BOP favorable. C'est pas une stratégie gagnante, puisque de toute manière les autorités qui vont établir la BOP vont avoir accès aux télémétries, etc. Donc, oui. Ça s'est vu en GT, chez Porsche, notamment une année ou deux. Mais c'est très très vite rattrapé. Oui. De toute manière, il y a assez peu de possibilités de vraiment tricher là-dessus parce qu'on le voit très vite. Et surtout, s'il y a les télémétries, on voit bien s'il y a une voiture qui roule un peu différemment que les autres, ça va vite se voir. Donc, je pense pas que ce soit vraiment dans l'intérêt des équipages de tricher avec la BOP. Et cette année, on a une BOP qui est figée pour les 4 premiers rounds sur 7. Donc, venir finir pour la BOP, je vois pas trop l'intérêt. Sachant que les 4 premiers rounds, ça fait Sebring, Portimao, Francorchamps et Le Mans. Donc, il y a les 2 courses qui sont primées. Tu rates les 2 plus grosses courses de l'année. Bien sûr. Ouais. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à ça, je pense, là-dessus. On n'a pas trop parlé de Ferrari. Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais vous lancer sur Ferrari. Et qu'est-ce qu'on pense de Ferrari? Ils sont déjà au niveau de Peugeot, donc de l'autre hypercar. Moi, je les trouve déjà devant. Pour moi, ils sont juste derrière Porsche. Ils sont vraiment juste derrière Porsche. Alors, c'est derrière Toyota et Cadillac. Mais c'est pour moi devant Peugeot, derrière Porsche. Donc, c'est une voiture qui est plutôt bien née. Bon, moi, je ne cache pas que les équipages ne me vendent pas du rêve. Très honnêtement, j'attendais autre chose de Ferrari en hypercar. Mais bon, pourquoi pas, je demande à voir. Mais moi, ça me semble assez bien né quand même.
Attention toutefois à la fiabilité. Ouais. Et oui, oui. Ouais. C'est une voiture qu'on n'a pas vu rouler encore. Hein. C'est la seule voiture qu'on n'a encore jamais vu rouler. Ouais, Avec puis la c'est une Van Wall, Ferrari, mais hein. bon, on n'attend pas grand-chose de la Van Wall de toute manière. Mais effectivement, c'est une voiture qu'on n'a pas vu rouler. En termes de perfo, bah, on l'a dit, on a parlé de la BOP, il n'y aura probablement pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va donner en termes de fiabilité? C'est la grosse inconnue, c'est assez difficile de juger ça. Concernant les équipages, moi je serais peut-être un peu moins négatif que toi, Thomas. Il y a quand même Calado, Giovinazzi, Pierguidi. Je pense que ça peut être un équipage qui est Ouais, mais qui est au tu niveau et vois, qui peut bien rouler. Calado, Pierguidi, je les vois en bon pilote de GT, voire très bon Mhm. pilote de GT. En pilote proto, je ne d'hypercar, sais pas. Et puis Giovinazzi, Ouais, c'est la mode de taper sur Giovinazzi. Moi, je rappellerai quand même que pour sa première saison de Formule 2, il était au niveau de Pierre Gasly, qui lui en était à 2 saisons et demie. Oui, mais il était dans la préma qui venait d'arriver et qui écrasait tout aussi. Faut Pierre regarder Gasly ça. aussi. Pierre Gasly aussi était Bien dans sûr, mais non, mais je te dis pas le contraire. Mais parmi les deux Oui, prémas, non, il était deuxième. mais- Comme dirait Tony Cadan, il a terminé deuxième dans le championnat à deux. Ouais, non, mais je pense que malgré tout, ça reste un très bon pilote qui était peut-être un peu ric-rac pour la Formule 1, mais qui a tout à fait sa place dans un championnat du Qui était monde. peut-être un peu regret pour la Formule 1 aussi. C'est là où. Oui, ouais, la Formule 1, c'était c'est catastrophique. autre chose. Hein. Là, on a vu le Et pire. je- J'attends de voir. Hein. On peut peut-être. J'attends Encore une de fois, voir. on parlait tout à l'heure des pilotes qui se révèlent une On fois en parlait de arrivés dans cette Gelael. catégorie. On parlait de Gelael, ça peut être le bon exemple. Hein. Ça peut être un pilote qui se révèle et qui voilà. Mais par contre, lui, il joue vraiment très très gros pour le coup. Parce qu'il s'est raté en F1, il s'est raté en Formule 2. S'il se rate en endurance, va plus lui rester grand chose au bonhomme où aller. Là, lui joue gros par rapport aux autres pilotes qui sont plus établis. Il ira en stock car brésilien avec Barrichello, ça se passera très bien. Mais par contre, ouais, je rejoins Thomas dans le sens où on attendait peut-être un peu plus d'un équipage, enfin des équipages Ferrari. C'est Et ça. notamment, il y a plein de super pilotes dans l'académie Ferrari. Mais Ouais, où des est- Highlights, où des est- Shortman, où ils sont. Exactement, où est Cal Mailot, où est Robert Schwarzman, où est Marcus Armstrong? Enfin, Exactement. pourquoi Et pas on a mis ces loué, pilotes-là on a dedans loué des jeunes pilotes en P2. Putain, un Ferrari, il fallait y aller. Mais ça fait 2 fois qu'on parle de Ferrari parce qu'on parlait de leur équipage, leur pilote pro en GT1 qui était Et pas tu au vois, niveau. Là, on parle de la même ils chose. ont aspiré leur pilote, leur bon pilote de GT en hypercar. Ouais, mais Et qui je sont pense finalement qu'ils- pas non plus hyper clinquants. Donc, et effectivement, vous le dites, En il y GT, a si, tout un. ils sont bons, mais Bah, il y avait mieux à aller chercher sur les Mhm. pilotes et les filières européennes de monoplace. Quoi. Ouais, bien sûr, mais ouais, effectivement, pour moi, ils auraient dû laisser leur pool de gros pilotes, GT en GT pour apprendre à leurs Oui. quelques jeunes qu'ils ont comme Ilou ou Adou et venir mettre leurs jeunes pilotes, de monoplace comme Schwartzman, comme Aylot, comme Armstrong, qui a quitté la filière depuis, mais venir les mettre en hypercar avec peut-être un Giovinazzi d'expérience Tout à et fait puis d'accord. un autre pilote, je sais pas. Et voilà, et en fait, faire grandir les autres parce que Pierre Guidi, que tu le mettes en GT ou en proto, c'est très très bien, mais il a 40 ans, il y a un moment où ça va s'arrêter aussi. Qu'est-ce que tu fais? Là, cette année, t'as pas repris, je reviens sur le GT, mais t'as pas repris Fisichella pour aider tes Oui, jeunes papa. pilotes. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Pierre, micro. Pierre, on t'entend. Pierre de. Non, je vais. On entend Pierre. micro, c'est pas grave. Oui, mais il a plus son casque sur les oreilles, donc de Les toute aides manière, il direct, entendra ouais, pas. C'est les jeux du criant direct. très fort, c'est les jeux direct. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, pour Pierre Goudy, c'est peut-être comme Fred Mako, c'est une forme de reconnaissance et de remerciement de la part du constructeur envers un pilote qui a pu développer, qui a fait beaucoup de choses en GT, comme l'a fait Fred Mako, qui en plus a développé la 963. C'est peut-être ça qu'il faut y voir, hein, je sais pas. Alors après, on a d'autres pilotes qui ont 40 ans et qui sont encore au taquet, qui sont vraiment dans la force de l'âge. Et non, je ne parle pas de Alonso pour une fois. Il y a un équipage dont on n'a pas parlé, c'est je ne l'ai plus, pardon. La Proton, pardon. Et la Proton, il y a un pilote qui a été confirmé, c'est Jimmy Bruni. Jimmy Bruni, il a 41 ans. Ouais. Et j'ai pas l'impression qu'il soit en train de décliner. Hein. Il est champion en GTE l'année dernière. En ouais, mais encore une fois, en GTE, tu vois. En GTE, pas en proto. Et c'est ça où. Oui, alors en GT Pro, là, on n'est pas en GTA. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais il y a GT Pro. une grosse compétition. Ouais, mais c'est pas la même façon de piloter, c'est pas les mêmes vitesses, donc c'est pas les mêmes exigences sur 24 heures. Après, moi, il y a un truc qui me dérange toujours avec Bruni, c'est que je le vois toujours pilote Ferrari, alors que ça fait 5 ans qu'il est dans le giron Porsche, mais je le vois toujours en pilote Ferrari, et que ça m'embête toujours de le voir chez Porsche. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon pilote GTE Pro.
Maintenant, en proto, je sais pas. Je sais pas. Et d'ailleurs, Jimmy Bruni, il a le même âge qu'un certain André Le Terrer aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais André Lotterer, C'est vrai qu'on voit toujours André Le Terrer très jeune. Mais d'ailleurs, enfin, on a pas très peu parlé de ces deux équipages Porsche, mais deux équipages Porsche que moi je trouve assez intéressants, même si, encore une fois, il y a des transfuges du GT comme Mika Christensen et Fred Mako, et même Kevin Estre. Lorenz Ventors, lui, était même un transfuge en dehors de Porsche. Mais on a mis à chaque fois un pilote de proto qui s'y connaît, avec Dane Cameron d'un côté et André Lotterer de l'autre, et qui vont venir sans doute aider ces équipages-là à se mettre au niveau du GT. Et on l'a déjà vu un petit peu du côté IMSA avec ces panachages-là. Et ça peut être très intéressant du coup du côté de Penske Motorsport d'avoir ces équipages qui sont très complets quand même. Ouais, c'est ce que tu disais sur le GT chez Ferrari, c'est que Ferrari aurait dû prendre ses très bons pilotes de GT pour former ces petits jeunes dans la catégorie, et c'est exactement ce qu'a fait Porsche en fait en hypercar. Ils ont pris leurs très bons pilotes de proto, ils ont mis des nouveaux qui viennent des nouveaux en hypercar, hein, j'entends, qui viennent plutôt du GT, et je pense que ça va fonctionner comme il faut. Et Porsche a déjà fait le taf au niveau de la formation de ces jeunes pilotes de GT, parce qu'on parlait tout à l'heure de Julien Andlauer, mais le taf est déjà fait de leur côté, donc ils peuvent transfuger de catégorie, c'est pas grave, ils ont déjà la relève. Messieurs, je pense qu'il est temps d'en parler quand même, parce que bon, on est là pour ça. Parlons musique. Alors, parlons musique. Intermittent du spectacle. Parlons intermittent du spectacle. Alors, surtout les pilotes hypercar, lorsqu'on analyse des chronos, parce qu'il faut qu'on fasse un préambule quand même. Surtout les pilotes tout court. Mais alors, déjà, parlons de tous les pilotes hypercar. Il y a quelques pilotes qui sont moins rapides que les pilotes P2. Il y a eu Paul Di Resta qui faisait que des longs relais sur la Peugeot. Il y a eu. Je pense que c'est plus une question de programme pour Di Resta. Voilà, il y a eu Esteban Guerrero qui a fait que des longs relais sur la Van Wall, mais on a vu que Tom Dillman était plus rapide que les P2, donc la Van Wall est plus rapide que les P2, ça n'y a pas de souci. On a dit qu'il y avait les pilotes Glickenhaus qui reviennent de 100 séances d'essai, et il faut le temps de se remettre en patte, mais on a vu que la Glickenhaus et ces pilotes-là, l'année dernière, étaient plus rapides que les P2, donc là il n'y a pas de souci. Et puis il y a un pilote qui est plus lent que tous les pilotes de P2. Et quand je dis plus lent que tous les pilotes de P2, il est plus proche du premier pilote de GTE AM que du dernier pilote de LMP2. Rendez-vous compte, hein, quand même, en termes de temps. Non, mais il est en LMP3. C'est le pilote qui a bouclé le moins de tours. C'est le seul pilote qui a bouclé moins de 30 tours sur ses essais de tous les pilotes présents. Et surtout, moi je me suis amusé à faire un petit truc. J'ai fait le gap en pourcentage entre les pilotes d'un même équipage pour voir l'homogénéité de l'équipage. Et l'équipage le moins homogène du plateau, à cause d'un pilote, c'est la Van Wall, parce que Monsieur Jacques Villeneuve est à 106% de ses coéquipiers. Rendez-vous compte. Alors que le pilote le moins qualifié par rapport à ses équipiers. Si tu prends par rapport au premier, il est très loin. Hein. Oui, par rapport à tu vois, le moins bon pilote avant lui, c'est Michael Wainwright, qui est dernier en GTE AM et qui est dans un plutôt bon équipage et qui est à 103% de ses coéquipiers. Hein. Et c'est un pilote bronze. Voilà. On nous dit Jacques dans le chat, effectivement, Jacques. Donc, la question se pose, messieurs. T'es mauvais, Jack. C'est la piquette, Jack. Deux questions pour vous, messieurs. La première, c'est une farce. Et de deux, combien de temps ça va durer cette farce? Trop longtemps. Est-ce que s'il prend le départ de la première course, c'est déjà trop longtemps c'est déjà... Non, mais déjà là, c'est trop longtemps. C'est déjà trop longtemps. La vague est assez dure, et quoi qu'il arrive. Ah, on rappelle que c'est le troisième plus vieux pilote du plateau aussi. Hein. Je le rappelle. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de Ben Keating. Ben Keating est plus jeune. Mais tu vois, Ben Keating ferait un meilleur job dans la Van Wall. Hein. Mais tu vois, c'est pareil, c'est que Ben Keating, il roule régulièrement sous son écurie ou d'autres. Alors que Villeneuve, ça fait combien de temps? Alors, il a fait Daytona 500 l'année dernière, je crois. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait une vraie compétition de premier plan, Jacques Villeneuve? Il a couru en Euro Whelen NASCAR, mais ce qu'on appelle ça une compétition. Non, en vraie compétition de premier plan. C'est la Formule 1 en 2014. Voilà, et c'était vraiment déjà pas glorieux, donc c'était déjà il y a 9 ans. Mais il y a quasi 10 ans. Donc, Villeneuve, son prime était pour moi, son prime était entre 98 et 2000. Et depuis, ça a fait que décliner. Déjà, quand il était chez Renault en 2004, ça avait bien décliné. Chez Sauber, j'en parle même pas. Chez Peugeot en endurance,
C'était compliqué. La Chez Formule Dragon E, en Formule E, c'était catastrophique, mais vraiment catastrophe. Mais catastrophique. catastrophe la Formule E, alors qu'ils se voyaient déjà champions du monde. Donc maintenant, voilà. Bon, alors c'est très bien, il fait son rôle de consultant là, chez Canal+, et il critique les autres pilotes et surtout les Canadiens. Comme quoi, apparemment, les Canadiens ne sont pas chauvins. Mais maintenant, il faut qu'il prenne conscience qu'il n'est pas au niveau. Il l'a été il y a 20 ans. Maintenant, c'est fini. Il n'y a pas que l'âge qui compte. Hein. Tu disais, il y a deux doyens qui sont un peu plus vieux que lui. Moi, je ne comprends pas que ce pilote-là, à part pour des raisons marketing, soit dans cette équipe, soit en P1. Et je trouve que ce genre d'équipage là chez Vanwall, mais pas que, ça a été des voitures qui ont été compliquées à sortir. Je pense à la Isota, etc., qui n'est toujours pas officiellement au championnat. C'est des voitures qui n'ont pas été simples à sortir, qui n'ont pas été simples à homologuer et à donner les accréditations. Et là, justement, on les discrédite complètement avec des pilotes qui, certes, sont des grands noms, mais sont très loin des autres et n'ont pas le niveau, tout simplement. Quoi qu'on en dise. Alors que Gary Dillman fait le taf et... Oui, non, mais c'est ça, la voiture en elle-même, elle est bonne, mais on la discrédite avec un pilote qui vaut rien. Ça peut même s'avérer dangereux sur la piste. Ouais, et puis tu disais quoi, Clément? Il fait des relais de 10 tours et après il est fatigué? Non, il a fait 29 tours en 4 séances. Ouais, mais son plus gros relais, c'était 10 tours, je crois. Je vais te dire, son plus gros relais, c'est... Alors, lors d'une séance, il a fait 14 tours, mais c'est en scindé en deux. Donc son plus gros relais, je crois que c'est 8 tours d'un coup. Ouais, mais voilà, donc quand il va falloir courir 1 heure... Donc t'imagines que, stratégiquement, tu vas te retrouver avec un pilote qui est à 105% de ses coéquipiers, qui est derrière tous les pilotes P2, parce j'ai dit qu'il était genre à 2 secondes 5 des autres pilotes P2, mais c'est des pilotes P2 qui ont fait des très longs relais, c'est des Julien Canal, ou des... les derniers, c'est les pilotes Alpine qui ont fait que des longs relais pour se réhabituer à ça. Hein. C'est des Oli Caldwell, mais c'est pas des mecs qui vont rouler à Stricknola, qui vont être beaucoup plus rapides. Donc il peut durer que 7 tours, donc tu pourras jamais faire de relais avec lui, tu pourras pas faire de double stint avec lui. Il va être très très loin de tout le monde. Alors ça va être Louis, on t'a très peu entendu sur le sujet Villeneuve, mais ça va être une honte absolue. Oui, bien sûr. Vous avez tout dit, mais ma petite théorie, mais je crois personnellement que notre ami Colin Coles, il se réveille chaque matin en se demandant comment il va pouvoir saboter ses propres projets. Je veux dire, on a vu une Bike Coles pendant des années qui était aux fraises complet. D'habitude, la voiture était nulle. Une voiture qui était à peine meilleure que des LMP2, alors que je pense qu'il en... Les années Audi, c'était pas terrible non plus, hein, chez Bike Coles. Ah oui, tout à fait, même avec une bonne voiture. Rappelons qu'il n'a jamais vu l'arrivée du Mans avec sa propre voiture. Oui. Et là, il s'est dit, mince, putain, on a une bonne voiture, il y a la balance des performances qui peut nous aider, il y a un engouement pour l'endurance, on va avoir du budget. Comment est-ce qu'on va pouvoir finir dernier, quoi? Et là, il a allumé Canal pour regarder le Grand Prix, il a vu Villeneuve, il s'est dit, c'est lui, il me le faut. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est que... Il a vu la vidéo de Monza. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Villeneuve, il a 1 seconde d'Ocon. Comment il peut être aussi loin? Je comprends pas. Escroc. Vraiment, je ne sais pas. Enfin, tu demandais tout à l'heure à combien de temps va durer la blague. J'espère honnêtement que... Alors, bon, on peut espérer effectivement qu'il se remette un peu en jambes et qu'il réussisse à retrouver un peu de rythme. Là, il est trop loin. Il est trop loin, Louis. Il est trop loin. Oui, alors effectivement, là c'est plus qu'inquiétant. Je n'ai guère de doute sur le fait qu'il peut pas tenir un relais. Il peut pas tenir un relais complet déjà. Je n'ai guère de doute effectivement sur le fait qu'il sera complètement largué, non seulement en termes de rythme, mais en plus en termes d'endurance, parce qu'il faut amener la voiture sur plusieurs heures. J'ai aucun doute qu'il sera complètement largué. J'espère que chez Vanwall et que Colin Coles va se poser les bonnes questions et il va mettre quelqu'un d'autre à la place. J'espère qu'il y a au moins je ne sais pas comment il a rédigé le contrat de Villeneuve, mais j'espère qu'il ne lui a pas signé un contrat en dur béton pour toute la saison, parce que je ne sais pas quoi dire. J'espère qu'il y a au moins des clauses de performance. Parce que la Villeneuve, tu vas le mettre à 3h du matin, il va falloir qu'il se réveille, il va falloir qu'il prenne la bagnole. De nuit, si en plus il pleut, t'imagines, il va être à 12 secondes par secteur des autres voitures, il va se faire doubler par des GTAM. C'est juste pas possible. Non, oui, même s'il a héros toute la semaine, il ne sera jamais au niveau. C'est pas possible, il est trop loin. Il est à 3 secondes du plus lent pilote de P2. On parle pas, il n'est pas à 3 secondes du plus lent pilote de P1, il est à 3 secondes du plus lent pilote de P2. Et par rapport au plus lent des P1, il est à combien? Alors par rapport au plus lent des P1, je te fais ça tout de suite.
par rapport au plus lent des P1 autres, qui est Olivier Plat, qui roule sur une voiture, on le rappelle, qui n'a pas la performance et qui n'a pas roulé depuis longtemps, hein, mais il est à 4 secondes et demie d'Olivier Plat. Assez brillant. Dans Olivier Plat qui n'a fait que des longs relais pour se remettre dedans. Hein. Donc Olivier Plat n'est pas à 4 secondes et demie, hein. Enfin, il est à beaucoup plus que ça en réalité. Enfin, moi, le seul espoir que j'ai, c'est que il y a un moment où, je ne sais plus comment il s'appelle, le guignol qu'on a eu l'an dernier, qui a voulu faire le Mans et qui n'était pas capable de piloter, qui était un danger ambulant et qu'ils ont exclu avant la course. Louis, je sais pas si tu te souviens. Le japonais de la T-Station, là non, le vieux français, là. Le mec qui était... Je vois de qui tu parles, je me rappelle plus, mais je vois de qui tu parles. Tu vois de qui je veux parler, Thomas? Moi, je veux qu'il se passe un truc comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on dise... alors, c'est plus simple de le dire à un pilote amateur no-name qu'à Jacques Villeneuve, champion du monde de F1. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait, c'est que le nom va jouer en sa faveur. Mais il faut le freiner parce que ça va être véritablement un danger. Il va être un danger. Moi, j'en suis convaincu. Je comprends même pas. Et tu vois, on me disait tout à l'heure, là, il sait faire que des relais de 8 ou 10 tours. J'aimerais bien voir son état à la fin. Parce que quand il nous dit, oui, c'est pas normal que Stroll, après une séance de FP2 ou de FP1, il se fasse sortir de sa voiture avec ses mécaniciens, ce qui n'a posé aucun problème pendant la course parce qu'il était bien au niveau physique. Lui, il arrive, il n'a pas le niveau physique, il n'a pas le niveau de pilotage. Je ne comprends pas comment c'est possible encore à ce moment-là. Et je retourne là-dessus, mais pour l'instant, on peut se dire qu'ici, il fait toute la saison, son état physique va s'améliorer d'ici le Mans. Mais là, il fait 8 tours à Sebring. Au Mans, il va faire 4 tours. Il va faire des relais de 4 tours, ça veut dire. Il va jamais tenir. Je sais pas. Je sais pas si on a. Honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un truc comme ça depuis très très longtemps dans une catégorie comme ça. Moi, j'ai l'impression que on est de retour à Alessio Deleda ou Maver Angunathan en Formule 2, quoi. Genre des mecs qui sont tellement loin derrière. Ouais, et encore les mecs tenaient la course, quoi. Ouais, voilà. Là, tu sais pas ce qu'il va faire, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'on peut espérer un électrochoc et qu'il se dise de lui-même que c'est pas possible? Vu qu'il s'est barré lui-même du championnat du monde de rallycross et du championnat du monde de Formule 1, alors qu'il a dit qu'il ferait la saison dans les deux, peut-être qu'il y a un moment il va peut-être se rendre compte que c'est pas possible. Non, mais il va faire au moins une course, il va tenter au moins une course. Il va tenter au moins une course, ouais. C'est obligatoire. Mais même Niki Lauda s'était rendu compte que c'était pas possible quand il avait retesté la Jaguar pour montrer à ses pilotes comment faire. Même lui, il s'était rendu compte que c'était pas possible. Ouais, bien sûr. Alors que même un singe apparemment pouvait la piloter. Il paraît. La question du coup, messieurs, prenons les paris, c'est à quel moment il arrête la saison? Pierre, tu dis qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête avant la première course, il fait une course, il fait 4 courses, il fait le Mans, il arrête, il fait quoi? Non, pour moi, je pense que après les 12 heures de Sebring. Enfin, les 1000 miles de Sebring. Après les 1000 miles de Sebring. Thomas. Ouais. Pareil, peut-être pas le soir même. Je pense que ça va être juste avant Portimao. Il y a un mois entre les deux. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense qu'il va réessayer pendant un mois. Mais juste avant Portimao, il va jeter l'éponge. Oui, même chose. J'ai du mal si ça continue comme ça, j'ai du mal à le voir faire plus d'une course, hein, honnêtement. Ouais, je suis assez d'accord, il fera quand même une course, mais je pense que chez Van Wall, à un moment, on va se rendre compte de la différence de chrono et à quel point ça t'handicape. Et surtout que sur ses premières courses, étant donné qu'on l'a dit, il y a beaucoup de voitures qui vont avoir des problèmes de fiabilité, c'est là où tu as peut-être des points à aller chercher. Et si tu ne te retrouves pas avec ces points à cause de Villeneuve, parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent non plus. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Ouais, puis t'as qu'une voiture, c'est une petite équipe qui n'a pas forcément beaucoup de budget, donc il n'y a pas forcément beaucoup de pièces non plus. Ouais, tu l'imagines pulvériser le châssis après 3 tours à Sebring. Ouais, ça va vite. À Sebring, ça va vite d'exploser la caisse. Hein. Accroché par une LMGTE AM qui essayait de le doubler, tu vois. Enfin, c'est pas possible. C'est qui là? Non mais justement, c'est qui l'année dernière qui s'est planté dans le trafic chez Toyota? C'était pas Conway ou Lopez? C'était peut-être bien Lopez. Mais ça va très vite à Sebring de détruire la caisse, donc c'est ça qui me fait peur pour eux. Encore un fait d'armes pour Lopez. Ouais, j'ai retrouvé Philippe Simadomo l'année dernière qui a été exclu de la TDS numéro 13 Merci, je crois que c'est là que De Vries est venu au pied levé, il me semble. Oui, c'est ça, absolument. Exact. Oui, et c'est une bonne impression. Parce qu'il était à la fois trop lent et trop dangereux. Oui, je pense pas que Villeneuve sera trop dangereux parce qu'il connaît la course. Oui, ça je pense trop lent, oui. Sûr. Entre parenthèses, De Vries qui vient au pied levé remplacer quelqu'un, c'était sa saison l'année dernière. Entre Le Mans et Monza, il les a toutes fait.
Mais pour passer au prono, vu que, bon, comme chaque année depuis 10 ans, on va pronostiquer tous Toyota, reste à savoir quelle voiture ça va être, je vous propose un deuxième prono. Vous allez me donner du coup votre champion du monde, mais aussi quelle sera la première écurie à gagner en dehors de Toyota et à quelle course. Louis, tu commences. Fais dans l'ordre inverse. Ah, et ben écoute, moi déjà pour le titre, alors est-ce que c'est vraiment le titre qui nous intéresse ou est-ce que c'est la victoire à 24 heures du Mans? Non, on a fait le titre. Fais les deux. Allez, tu sais, fais tout. Allez, on est là. Pour le fais titre, vas-y. Pour le titre, effectivement, tu l'as dit, on va tous miser Toyota. Et bon, bah voilà, la numéro 8, hein, comme d'habitude, celle de Buemi, Hartley, Hirakawa. La seule qui vaut le coup, ouais. Mais tu sais que quand on parle d'endurance, moi, mon cœur se tourne toujours du côté de Stuttgart, bien évidemment. Et il y a, honnêtement, comme je l'ai dit, je m'attends à ce que Porsche réagisse très vite et qu'on ait une Porsche performante et fiable très vite. Et je m'attends à voir cet équipage de la numéro 6, Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor. Je pense que c'est un équipage qui peut faire très très mal. Et je les vois gagner, peut-être pas à Portimao, mais c'est quoi après Portimao? Spa. C'est Spa. C'est Spa, ah bah oui, mais Spa c'est le jardin d'André Lotterer. Donc je vois une victoire de la 6 à Spa. D'accord. Et du coup, au Mans, tu vois? Et au Mans, bah, la 6, oui, bah allez, Porsche. Ok, d'accord. Donc double Porsche à la suite. Thomas. Pour le titre, ouais, pareil, la 8 me semble imbattable. Pour Le Mans, je vais être un petit peu original, la 56. Non, donc la 56, hein, juste pour la blague, c'est la NASCAR entre guillemets GT3 qui va être engagée avec entre autres Jenson Button. Non, blague à part, je pense que la 8 sera devant au Mans. Je pense que Toyota a trop d'avance pour se faire rattraper d'ici Le Mans, surtout avec une BOP qui va être figée. Et pareil, sur l'ensemble du championnat, ils seront devant. Par contre, je pense que à Spa, je pense que Cadillac aura une bonne possibilité de gagner. Sur un malentendu, sur une mauvaise météo, sur le pot de chambre des Ardennes, ça peut le faire pour Cadillac. Et c'est là où je les vois tirer leur épingle du jeu. Donc, comme Louis, Spa, mais avec Cadillac. Ok. Pierre. J'ai tendance à mettre une pièce sur une victoire Porsche. Je pense à Au Mans Spa. à Spa? Ok, Le premier hors Toyota. Ok, le premier Ouais, Toyota. hors Toyota. Après, ouais. Sinon, bah, sur le reste, bah, oui, Toyota et la 8. Ouais. Et du coup, alors moi je pose une autre question. Hormis Toyota, pour vous, quelle sera la première LMDH et quelle sera la première LMH hors Toyota, évidemment? Ah, la première LMH du. Ah, ok, d'accord. Ouais, Si. ouais. Ah, bah moi je dis la 51. En dehors de Toyota, la 51. Ouais, c'est difficile à dire entre la Ferrari et la Peugeot, puisque de toute manière c'était ça la question, c'est entre Ferrari et Peugeot finalement. C'est un peu ça, oui. Et ouais, c'est compliqué. Mais oui, la 51, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un bel équipage. Moi, c'est un équipage qui me plaît bien à voir sur Giovinazzi. Ouais, Pierre, ton avis Moi, plutôt Cadillac. Non, mais en LMH. En LMH, Ah, en donc, LMH, LMH et avant-vol, Toyota, mais on ne dit qu'on ne connaît pas Toyota, Ferrari, Peugeot et Glickenhaus. Ouais, bah Ferrari alors. Mais, Ouais, je suis de votre avis, la 51 sera devant. Peugeot me fait peur pour la fiabilité. Et du coup, pour les LMDH, il y a moitié Porsche, moitié Cadillac, c'est ça? oui, Cadillac, moi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est eux qui vont gagner en premier pour moi. Ouais. Et toi, Pierre et Louis, vous êtes plutôt Porsche là-dessus? Plutôt sur les Porsche, LMDH? ouais. Et il me semble qu'avec Louis, on s'est entendu que ça serait à Spa. Ouais, bah, on est tous d'accord pour Spa. Clément, t'as pas entendu? Moi, j'aurais bien mis une victoire de Cadillac à Portimao, mais c'est vrai que Spa, mais c'est vrai que Spa, quand vous avez parlé des conditions climatiques, ouais, c'est ça, moi qui effectivement, ouais, ça peut être un facteur, donc je vais partir sur Spa pour sécuriser. Après, pour le titre, pour le championnat et pour Le Mans, ouais. Portimao, t'es quasi au bord de la mer aussi, hein, donc au bord de l'océan, donc tu peux avoir aussi des conditions climatiques un peu. Ouais, mais c'est quand même moins extrême, ça change moins. C'est moins extrême, ouais, tout à fait. Moins de grosses pluies. Enfin, on se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait de la neige aux 6 heures de Spa. Hein, donc, oui, parce que c'est vrai qu'on a connu de la pluie en F1 en 2021 à Portimao, mais bon, c'était très léger quoi, par rapport à. Ça, c'est vraiment le seul circuit du monde où tu peux y aller, tu peux cramer une moitié de la journée au soleil et tout, et te prendre la flotte et te geler. C'est pire que ça, c'est qu'il peut faire très beau à un côté et il peut avoir des trombes à l'autre côté. Quoi, donc, Oui, d'autant plus. Ouais. Mais au Mans aussi, mais c'est parce que le circuit est très grand. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et toi, Clément, donc Le Mans et le titre WEC?
Tu mets qui Les deux pour la 7. Les deux. Je- Ah, la 7. Ah, la Ouais. 7. Kamui Ouh. Kobayashi. Déjà, Déjà, pour Seigneur. déjà parce que Kamui, parce que José María Lopez, je suis obligé. Et parce que depuis qu'ils ont brisé la malédiction en 2021 de la 7, T'as vraiment des convictions bizarres, Clément. ça va, tout à l'heure j'ai dit à 63 comme toi, c'est bon, je suis. C'est vrai. Mais il y avait Je peux pas tout le temps. Obligé. Mais j'ai failli mettre la 33 en ETF, j'ai failli mettre la Corvatitas, Niki Et Cadur, d'ailleurs, évidemment. Lada on a- Motorsport. On n'en a pas on en a pas parlé, mais tous les 4, on sera tous au Mans cette année. Ouais. Donc évidemment, C'est vrai. édition à ne pas rater. Donc si vous nous voyez, surtout, venez pas nous parler parce que c'est chiant. Quoi. Si vous voulez que Louis vous explique que non, l'Alpine n'était pas une LMP1 pendant. Je peux en parler durant les 24 heures. Je n'ai pas peur. Et surtout qu'il y avait un équipage qui n'était pas tout à fait digne du. Non, du et LMP. puis, de toute façon, il aura raison de le dire. Mais c'est vrai que c'est c'était avec ça qui beaucoup est d'émotion. Donc, on est tous d'accord qu'on verra pas Jacques Villeneuve cette année. Ah, malheureusement, non. Non, j'en doute. non, je pense pas. Non. Écoutez, La vraie question finalement, c'est est-ce que les gens vont encore dire que si Toyota gagne le Mans, est-ce qu'ils vont encore nous dire que c'est pas mérité, est-ce qu'ils ont plus d'expérience et du coup c'est trop facile? Oui, ils vont le dire quand même. Ouais, ils vont le dire quand même, mais au contraire, ce sera très mérité parce que ça a été les seuls à jouer le jeu depuis, j'allais dire 10 ans, peut-être pas tout à fait. C'était quoi la dernière édition avec Audi et Porsche? Ça devait être 2016. Avec Audi, c'était 2016 et avec Porsche, c'était 2017. Voilà, donc depuis 2018, c'est les seuls à jouer le jeu. Ça a été les premiers et entre guillemets les seuls à jouer le jeu du LMH. Donc je pense que la victoire serait méritée. Il n'y aurait rien à dire là-dessus à mon avis. Ah bah, on est 100% d'accord. Ouais. Tout à Et fait. Quand t'as un écoutez, constructeur qui te porte ton championnat à bout de bras comme ça, tu peux pas venir te plaindre qu'il gagne les courses facilement. Ah mais sinon ils sont morts. Hein. Sinon ils sont morts. Donc. absolument. Et puis ils ont fait des concessions envers tout le monde à tous les moments et ils se sont toujours mis au niveau quand il y a eu Oui, derrière. parce que- Ils ont fait des concessions quand ils étaient devant. C'est. Quand tu vois une Alpine LMP2 qui est 2 secondes plus vite grâce à la BOP, tu te dis Ouais. bon d'accord. Ouais, ils devaient les avoir là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non mais c'est ça. C'est que quand ils étaient derrière Audi et Porsche, ils ont fait le taf un peu de challenge. Donc s'ils gagnent cette année, ça serait formidable aussi pour eux. Et c'est peut-être Oui. la dernière année où ils peuvent profiter autant de leur avance. Peut-être. Je pense qu'effectivement les autres années seront plus challengeantes. Ouais. Et je pense, on s'avance beaucoup, mais je pense qu'à partir de 2024, on pourra relancer le débat de est-ce que le LMH vaut vraiment le coup quand le LMDH fonctionne en termes de. Moi j'attends de voir hein, parce que enfin. J'attends de voir, hein, mais je. Hors BOP, je pense quand même que le LMH sera nettement devant le LMDH. Peut-être Parce que en là, la Europe. plupart des LMDH ont déjà roulé, hein, ce qui n'est pas le cas des LMH. Et je pense qu'une Toyota ou une Ferrari, quand la Ferrari sera aboutie, et même une Peugeot, quand ils ont résolu tous leurs problèmes de fiabilité, je pense qu'il n'y aura pas match face à une LMDH. Et c'est vraiment la BOP qui va tirer un petit peu tout le monde vers le bas. D'un côté, tant mieux pour la diversité des séries. Pardon, mais bon, je pense c'est là où ça va être très artificiel à mon goût. Et on risque d'avoir des victoires un petit peu tendancieuses et un petit peu, qui vont faire débat, quoi. Bah, c'est limite pour ça qu'il faudrait peut-être avoir une BOP qui se fait vraiment sur les perfos purs des voitures avec, j'en sais rien, un pilote d'usine WEC qui teste toutes les Ben voitures. voilà, et, moi c'est et mon qui- avis. Je suis content de t'entendre dire, Louis, c'est mon avis depuis des années, au moins pour le GT, parce qu'on l'a eu moins en hypercar forcément, enfin en P1 en hypercar. Mais oui, pour le GT, moi j'aurais été d'avis depuis très longtemps qu'il y ait un pilote d'usine, un pilote metteur au point, qui teste toutes les bagnoles à fond. Alors on est dépendant du fait que les écuries mettront tout à fond, mais je pense que ça se verra vite. Oui, pour avoir quelqu'un de très neutre et qui jauge les performances, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Alors après, en GT, c'est peut-être un peu plus facile parce que tu as plusieurs équipes qui exploitent les mêmes voitures. Donc, Oui. en tout cas, de faire une BOP. On rappelle qu'en Et au TCR, c'est ce final, qui se fait à la base. Hein. Ouais. Le TCR fait ça, c'est un pilote d'usine TCR qui teste toutes les voitures en janvier chaque année ou en février, je ne sais plus, à Valencia. Et la BOP se fait à partir de ça. Et si les championnats veulent faire une BOP supplémentaire, ils peuvent, mais la première BOP se fait à partir de son Ouais, mais classement à lui. je trouve que c'est un bon système. À partir du moment où tu mets des BOP, ça t'évite d'avoir des écuries qui cachent leur jeu, ça t'évite d'avoir des pilotes différents. Moi, je trouve que c'est la bonne solution. Un petit mot sur la 56, donc la NASCAR dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. engagée par la Hendrick Motorsport, qui est peut-être la plus grosse écurie en NASCAR de l'histoire moderne, on va dire.
qui aura à son volant Jenson Button qu'on ne présente plus, Jimmy Johnson qui est 7 fois champion du monde de NASCAR. Donc, champion de NASCAR, pas champion du monde. pardon, oui, Voilà. tu fais bien de me reprendre. Champion de NASCAR, c'est pas un champion du monde. Une expérience en IndyCar et également en IMSA. Ouais, alors l'IndyCar, on va vite la passer. Et Ouais. Mike Rockenfeller, qui a été un très bon pilote, par exemple, de DTM, qui a été champion, il me semble, en DTM, et qui a fait des courses à 24 heures chez Audi à l'époque, je crois, de la R10 et de la R15. Donc voilà, ça me semble être un beau équipage. Je sais pas ce que vous Même en de la pensez. R18 et qui a été pilote Ah, de la aussi pour Chevrolet en Ah ouais. GT. J'avais pas tout ça en tête. Ouais. Donc ouais, je sais pas quel est votre avis là sur cette voiture, qui est forcément une voiture innovante, donc qui a pas forcément d'objectif de performance. Je pense pas que ça se mêlera au GTE, hein, mais je sais pas ce que vous en pensez. Et on peut également signaler la présence de Button sur, je crois, plusieurs courses cette année. Alors, le quota en NASCAR. En NASCAR, le En quota, NASCAR, oui, qui fait du coup Dans un la échange de bons procédés là-dessus. dans la 15 engagée par Rick Ware et soutenue par Stewart, ouais. Aux couleurs mobiles, et elle est très jolie. Mais du coup, sur la 56, ouais, Moi, je suis Vas-y, Clément. contre le garage 56 de base parce que j'estime que ça fait une voiture performante en moins. Après, je trouve Même ça sur très des cool. trucs innovants comme la Delta Wing, etc. J'ai toujours été contre d'un point de vue sportif. Après, je trouve ça sympa que le public puisse voir une voiture comme ça. Mais pour avoir vu à l'époque la Delta Wing, pour avoir vu la SRT, la voiture pilotée par Philippe, j'ai plus son nom, qui était quadri-amputé. Ouais, Philippe Croizon, pardon. Voilà. Habituel, du coup, c'est le côté laboratoire du Mans, c'est la quintessence Ouais, de ça. mais autant la SRT, du coup, ça restait une P2 et du coup, elle pouvait se challenger les autres à certains moments. Autant la Delta Wing encore en termes de Elle était performance, pas si loin. elle était pas si loin, ouais, c'est vrai. Mais là, elle sera très très loin, on le sait. Mais ça sera très très cool, nous, sur place, de la voir passer. Ah, ça va être un super week-end. oui, C'est l'occasion d'avoir Jimmy Johnson au Mans et de revoir Jenson Button revenir au Mans, ce qu'il avait fait en 2018 ou 2019, je sais plus. Mais 2018 avec la SMP, ouais. Absolument, avec la SMP. Et donc ça, c'est très très cool, mais d'un point de vue performance pure, je pense que les gens qui seront devant leur télé, il n'y aura pas d'intérêt, on la verra pas souvent. Ça sera plus pour nous sur place. On va la voir pour des questions de marketing, on va la voir. Après, je pense que ça va être à mi-chemin entre une GT4 et une GT3. Hein. J'allais dire, la dernière fois qu'on a eu un garage 56, finalement, c'était la Nissan GT-R LM Nismo qui était là aussi en tant que. Ah, c'est moche ce que vous faites. Ah, c'est moche. Oui, mais tu vois, la Nissan, au moins, elle était plus innovante qu'une NASCAR quand même. Et finalement, est-ce que Jacques Villeneuve n'était pas un pilote Nissan LMR, Vous allez voir que s'il y en a un des trois qui est malade, sûr, ils vont nous filer Villeneuve dans la 56. Hein. Ah non, s'il te plaît. Non, jamais. Non, Pierre, ne commence pas à nous porter l'œil. Non, mais oui, je me demande ce que ça peut donner effectivement en termes de perfo. Ils vont être très loin. J'ai peur que le delta de perfo entre cette NASCAR et les hypercars soit tellement grand que ça en devienne dangereux quand même. Ouais, ça effectivement, j'y ai pensé aussi. Dans les S-Porsche, ça va être quelque chose à vraiment surveiller. Hein. C'est une voiture. Parce qu'on rappelle que les GTE, c'est pas des GT3, hein. C'est des voitures beaucoup plus acérées qui vont plus vite autour. Là, tu es en dessous de la GT3. Tu as dit entre la GT3 et la GT4. Tu vas vraiment avoir un gap. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque des LMP1 Porsche qui étaient des satellites, parce que là, le gap aurait été immense. Et qui avait tendance à accrocher les voitures moins rapides. Non, mais moi, sur votre analyse, je vous rejoins. J'étais, comment dire, assez content par rapport à l'engagement, et puis la joie est très vite retombée. Après avoir vu, par exemple, des petits bouts des 24 heures de Daytona, etc. Je me suis dit, ah ouais, non mais... Pourquoi les 24 heures de Daytona ? Parce que tu avais tout ce qui était du GTM, etc. Et je me suis dit, mais une caisse de NASCAR, les gars, ils sont à des années-lumière. Elle est quand même bien modifiée, hein, cette voiture. Elle a beaucoup d'éléments, elle a un gros diffuseur, il y a beaucoup d'appendices. Bien sûr. Tu compares au NASCAR qu'on connaît bien pour suivre toutes les courses toute la saison. Ça reste une voiture qui est très modifiée, qui va beaucoup plus vite, qui est un petit peu débridée aussi.
c'est pas tout à fait une NASCAR telle qu'elle pourrait être engagée ce week-end. Hein. C'est une NASCAR modifiée, je suis d'accord. Maintenant, moi, je vous rejoins sur l'aspect marketing. J'ai du mal à me projeter pour savoir si c'est un one-shot, c'est-à-dire est-ce que c'est juste un engagement par rapport à one-shot. Hein. C'est l'objectif du 56 aussi, hein, c'est d'être one-shot. Hein. Donc c'est un one-shot parce que c'est le centenaire. Bon, ok. Ouais. C'est dommage que justement ce soit pas un projet sur le long terme. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, notamment par rapport, on va dire, aux visions économiques et sportives de la NASCAR à plus ou moins long terme. Après, là où ça peut être un projet à long terme, c'est pour l'arrivée d'Hendrick en endurance avec Chevrolet en GT3. Peut-être que ça peut être une porte d'entrée pour eux à long terme, je suis pas sûr, mais peut-être que ça peut les amener, on verra. Le vrai team qui va venir avec Chevrolet en GT3, et tu le sais, Clément, je vois dans ton regard que tu sais, c'est la Trackhouse. Ouais. Bien sûr. Mister White, on a tous envie de voir Ross Chastain arriver sur Indianapolis. Par contre, si un jour, vraiment, il y a la Trackhouse au Mans avec des Chevrolet C8, mais full attirail Pitbull, on vient avec tous les CD. Regarde, ils ont déjà leur pilote phare avec Raikkonen. Moi je dis ça le fait. Raikkonen, Ross Chastain, Daniel Suarez, déjà ton équipage est international déjà. Exactement. Plus bel équipage de la saison de base et puis voilà, tu fais tout avec ça. Non mais je suis d'accord. Louis, tu as un petit peu suivi par rapport à l'engagement du Garage 56, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne suis pas la NASCAR de base. En revanche, oui, comme je l'ai dit, je suis un peu inquiet au niveau du rythme qu'ils vont pouvoir afficher. Maintenant, effectivement, Garage 56, l'idée, c'est d'avoir un one-shot, etc. Donc, globalement, que ça marche ou pas, moi, je n'ai pas vraiment d'attente de ce point de vue-là. Par contre, voilà, j'ai juste envie de rappeler que, d'un point de vue innovation, une NASCAR au Mans, ça s'est déjà vu en 76, hein, donc c'est pas non plus. Ouais, mais justement, comme ça fait 50 ans, ils ont voulu marquer le coup là-dessus, comme c'était des centenaires. Et ça permettait oui, voilà. Non, mais ça permettait de relier un petit peu l'Europe et les États-Unis, qui sont parfois trop. Et tu vois, ça va dans le sens de l'histoire avec l'IMSA qui peut accueillir les deux catégories. Et donc, du coup, on refait un petit peu le lien avec la NASCAR qui est l'emblème des États-Unis finalement, au niveau course auto. Donc, ils autorisent à courir au Mans. Et je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. C'est vraiment symbolique par rapport au nouveau règlement qui mixe LMH et LMDH. Et donc, par extension, l'IMSA, par rapport au centenaire, etc. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on en est là. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette saison web qu'on attend. On a bien fait le tour, ouais. On verra à la fin de la saison à Bahreïn qui sera sacré. Je ne sais pas si j'avais une dernière question à vous poser. Vu qu'on a évoqué nos 4 petits chouchous français, parmi du coup Julien Andlauer, Charles Milesi, Lilou Wadou, Dorian Pain, qui gagnera en premier? Pas facile comme question. Non. J'ai envie de dire, le cœur dirait plutôt Lilou Wadou, la raison dirait plutôt Julien Andlauer. Julien Andlauer, hein. Ouais. Andlauer en GTM, je pense que c'est celui qui aura la meilleure opportunité de gagner. Je vous suis. Ouais, Andlauer. Ouais, je mettrais soit Andlauer, soit Pain. Mais... Andlauer aussi, ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que Dorian Pain, c'est vrai que Dorian Pain, on l'a mis. Il y a une possibilité aussi. Ouais. Ouais. Pour l'instant, Charles Milesi semble être le moins ready à gagner par rapport à son équipage des 4. Mais on verra au fur et à mesure de la saison. On entendra sans doute quelques Marseillaises, peut-être au Mans, ce serait formidable. Ouais, ce serait fantastique. Ce serait très bien. Peut-être en hypercar une Marseillaise. Après, théoriquement, dans toutes les catégories, un Français peut gagner. Hein. Ouais, mais je parlais pour Peugeot, du coup. Non, moi, j'avais plutôt Kevin Estre. Oui, bah, c'est vrai que tu as Kevin Estre, Fred Mako. T'as au moins 4 équipages avec des Français. Ouais, donc c'est ça. Dans toutes les catégories, tu peux avoir un Français qui gagne. Donc, Cocorico, hein, belle représentation du pays. Ça change de certaines années sombres. Absolument.
Écoutez, c'est là-dessus, messieurs, qu'on va arrêter ce live. On rappelle du coup à tout le monde que on sera au Mans cette année, du coup, tous les quatre. N'hésitez pas à venir nous voir. L'année dernière, j'étais au Mans moi-même et il y avait des gens qui étaient venus discuter, donc c'était très sympa. On s'était échangé des petits DM avant et tout le monde était venu. Donc il y aura du monde cette année, il y aura beaucoup de monde. Nous, on sera 4. Et encore une fois, voilà, si vous voulez entendre Pierre parler de Jimmy Johnson pendant des heures ou Louis parler de Fernando Alonso, même s'il n'est pas là, il va en parler. Pour des raisons La évidentes. légende de Fernando Alonso plane sur tous les circuits du monde. C'est vrai. T'en es au tome combien d'ailleurs? 2, autant que ces titres, mais il n'y en aura pas plus. Alors, Comme dirait le poète, 1, 2, il n'y aura pas 3. sache que Fernando Alonso est triple champion du monde. Déjà. C'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Voilà. Et Oui. puis le prochain épisode de Fernando Alonso, c'est Chris Weekend à Jeddah, hein, je le rappelle, c'est écrit. Avec de nouveau un podium, bien sûr. Allez, Et pas troisième. Ouais. Pas troisième. Ah oui, ok, oui, d'accord. Je vois qu'il y a de l'ambition. Ça va être beau. Bah oui, Corentin qui est dans le chat et qui sera bien évidemment lui aussi au Mans, il me semble. Oui. Voilà. Donc voilà, déjà la commu au Mans, incroyable. Et beaucoup de gens. Et beaucoup d'anglais, et ça va être trop bien. Et donc Clément le rappelle, le week-end prochain, les 1000 de Sebring. Oula, alors le week-end prochain, les 1000 de Sebring, l'IMSA qui court avec les 12 heures de Sebring, et la F1 et la F2 à Jeddah. Nous avons la NASCAR qui roule je ne sais plus où. Nous avons. Non, le V8 Supercar c'était le week-end dernier, mais on a au moins. Je pense que votre vendredi, samedi, dimanche est bien occupé. Il y a le du Mexique. La NASCAR roule à Atlanta. Donc, Atlanta, avec la nouvelle config, ça va être encore une belle course. Le rallye du Mexique, ça va encore être sympa. Donc, gros week-end en perspective. Il y a bien un peu de rallyes régionaux aussi qui traînent, hein, bien sûr. Oui, on a un peu de tout, qui traîne bien évidemment, mais ça c'est vraiment t'es en manque, tu trouves toujours une course, hein, en général. Si vous êtes sur Twitter, allez sur le Twitter de Guillaume Vachet, Monsieur Crash, qui regarde des trucs du GT costaricain, des choses que j'ai pu regarder à une époque, et qui lui le regarde tous les week-ends, et voilà, il y a toujours de quoi regarder en sport auto, toujours. Eh bien, c'est sur cette fin que nous allons arrêter ce live. Messieurs, je vous remercie d'avoir été là. C'était très sympa cette petite heure 30. On remercie aussi tous ceux qui avaient... Pierre en parlait la dernière fois, mais on remercie tous ceux qui avaient commenté sur YouTube. C'était très sympa. Et le fait que ça vous ait plu, qu'on fasse des trucs très très longs et qu'on déblatère pendant des heures, on va continuer du coup. Et puis même si vous n'aviez pas aimé, on allait continuer. Parce que tant que vous ne direz pas clairement qu'on est chiant, je pense qu'on continuera. Même comme ça, ne tentez pas. Même comme ça, on met Louis pendant 4 heures qui parle de Fernando Alonso aussi. J'en suis face à Pierre qui parle de Johnson et les deux ne parlent pas ensemble. Et on superpose les deux sons comme ça. Ouais, c'est ça. Et tu rajoutes Clément sur la carrière immense de Charles Pic. On remet Aurélien qui parle pendant 8 heures de Marc Webber, champion du Thomas, tu t'es fait un ami avec Corentin, visiblement. Ouais. Merci au chat. Ah, mais t'inquiète pas, on se connaît bien avec Corentin. Donc, si tu veux, la balle n'est pas dans son camp. On va le dire comme ça. Donc apparemment, on est passable. Et merci au chat. Et puis, on se dit à la prochaine, messieurs. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Merci à vous Bonne tous. semaine. Ciao. Salut.